Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Le sport, avec un grand S, c'est sur Fréquence Méditerranée. 100% sport, c'est le rendez-vous des sportifs, mais pas que. Résultats locaux, nationaux et internationaux décryptés par les journalistes de Fréquence Méditerranée. Football, basket, tennis, Formule 1, cyclisme, rugby, tout le sport dans 100% sport. 100% sport. Analyse, débat, invités, une émission 100% interactive à suivre sur la FM, le DAB+, le web, nos applications smartphones Android et iPhone et en vidéo sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitch et YouTube. 19h-20h, le sport avec un grand S, connecte-toi et rejoins-nous. 100% sport, la seule émission sportive mentonnaise. 100% sport, c'est tout de suite. Vous écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Toute l'équipe vous souhaite une très bonne année. Bonne année. Bonne année à tous. Bonne année. Toute l'équipe vous souhaite une bonne année. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée. On entend un téléphone, voilà, on va se souhaiter la bonne année. C'est notre invité ce soir, c'est le papa de notre invité, vous allez voir. On démarre une nouvelle année, les amis. J'espère que vous avez bien fêté, vous êtes tous en forme. Salut Mika. Bonsoir à tous. Salut Thierry. Bonsoir. Pour m'accompagner. JB, bien sûr, comme d'habitude. Bonsoir à tous. Notre Nathalie qui est hors caméra ce soir à côté du papa de l'invité. Bonsoir Nathalie. Ah, si je trouve pas le micro, ça marche mieux, voilà. Tout le monde. Ah, c'est mieux, oui. Voilà, et puis donc le papa de l'invité, Franck Rostani. Salut Franck. Salut Jean-Luc. Oui, j'allais dire, on peut entendre sa voix parce qu'on a déjà entendu son téléphone. Voilà, effectivement. Et bien sûr, notre invité, c'est j'allais dire le petit, pardon, excuse-moi, par rapport à mon âge, je dis petit, le jeune, on va dire, Mathias Rostani. Salut Mathias. Bonjour tout le monde. Très content de t'avoir avec nous ce soir. Ça faisait un petit moment que tu devais venir dans notre studio pour parler un petit peu de ton sport. Vous allez voir, hein, quand je vais vous dire le palmarès, vous allez vous asseoir les enfants. À 17 ans déjà 17 ans déjà. Voilà, jeune pilote moto les amis, on démarre cette émission comme d'habitude, on va retrouver tous les sports habituels bien sûr, le tennis, le basket, le rugby avec Jean-Baptiste, le foot bien sûr. Ça vient de redémarrer le foot la saison. Moi je suis content, Marseille a gagné. Donc, la saison. La deuxième partie. Après la trêve. Deuxième on n'a même pas encore fini les matchs allés d'ailleurs. Hein. Oui, deuxième partie. On va en parler de ça bien sûr en fin d'émission comme d'habitude, mais là tout de suite on parle moto Grand Prix, Moto GP, c'est ça, avec notre jeune Mathias. Mathias, si tu peux rapprocher un petit peu le micro, ou toi te rapprocher du micro, voilà, comme ça on te voit un peu mieux à la caméra. Je vous rappelle que bien sûr vous êtes en train de nous écouter, le DAB, le web, les applications smartphone. Venez nous rejoindre sur le live Facebook pour la vidéo, bien sûr. Alors on démarre tout de suite. C'est avec quel âge il a démarré la moto? Allez, non. Une question. Surtout à quel âge on peut démarrer déjà. Alors, à quel la compétition ou la moto tout court? La moto quand il a été sur les circuits. Ah, quand il a été sur les circuits? Je sais pas, il y a 4 ans, donc à 13 ans. Non ah non, moi je vous fais faire un cours. Il a démarré, donc il est né en 2007 et il a démarré en 2013. Oui, oui, d'accord. Il avait donc 6 ans. 5 ans. À 6 ans, tu peux faire de la compétition alors à 7 ans, on peut commencer vraiment la compétition, c'est-à-dire c'est à partir de 7 ans où c'est vraiment légal la compétition. Mais moi, je commençais à l'âge de 5 ans sur des parkings et après j'ai continué. Devant le Super U là? Non, à Sospel sur des parkings et après j'ai continué. J'ai fait des entraînements sur des circuits et j'ai été dans des écoles qui m'ont aidé à m'améliorer un peu toutes les positions. On va en parler de ça. Mais alors, qu'est-ce qui a fait que tu as été vers la moto? Petit, on t'a mis une moto dans les mains, qu'est-ce qu'il a fait? C'est papa ça derrière à mon avis. Alors, il y a du papa dans l'air là. Ouais, c'est surtout grâce à mon père, c'est lui qui m'a inculqué un peu le savoir de la moto. Alors, et vous avez vu, il dit encore grâce. Ouais. Hein, peut-être que je sais pas. Pas à cause. Non, s'il a un beau palmarès, c'est pas à cause, c'est grâce. Ouais. Non, papa il a bien sûr. Alors, c'est grâce à lui parce que. Tu as eu une petite moto quand t'étais jeune? Non, c'est de base il voulait pas me mettre dedans. C'est moi juste qui demandais, qui voulait énormément. Tu voulais une moto, quoi. C'est ça, je voulais rouler parce que en fait il était président de la ligue de course de côte.
Et du coup, j'étais pratiquement tous les week-ends en regardant des motos. Et quand on est petit, qu'on voit des motos, ça aide un peu. Je comprends mieux. On connaissait pas cette partie de son histoire. Ben, on la connaît effectivement. Donc effectivement, tu avais envie. Donc tu as mis 6 ans, 5 ans, entre 5 et 6 ans, première moto dans les mains. C'est ça. Ouais. Sur les parkings. Ouais, sur les parkings. Au début, papa il m'aidait, il était derrière moi, et après il m'a vite lâché parce que j'arrivais à prendre main facilement. Alors 2013, début de la pratique sur circuit. 2016. Donc là, il a 3 ans de plus, donc ça, on va calculer 8 ans, c'est ça, hein 2016, 3e au championnat de Provence de la montagne pré-espoir. De la montagne, donc c'était des courses de côte. Courses de côte, c'est ça. Moi j'ai commencé, je suis resté dans la lignée de papa et j'ai continué à faire des courses de côte. Parce que donc, excuse-moi de te couper, donc toi tu faisais aussi de la moto, donc alors, si j'ai bien compris. Tout à fait, moi si vous voulez, j'ai fait la compétition, j'ai participé au championnat de France de supermotard. Et en 2002, j'ai eu un grave accident, donc qui m'a retiré de la compétition. Et passionné que je suis, les gars du club m'ont demandé de prendre la suite du club. Donc du coup, on a créé le club de Sospel, le Sospel Motosport. Ah d'accord. Et comme la moto, c'est ma passion, c'est un peu une drogue. Donc automatiquement, je me suis investi dans ce sport-là pour vivre par procuration, ce que je ne pouvais malheureusement plus faire. Et derrière, donc, je me suis très impliqué dans la moto. Je suis devenu président de la commission Vitesse PACA pendant presque une douzaine d'années. Et par la suite, après, j'ai rencontré un pilote de haut niveau qui s'appelle Sébastien Gimbert, avec lequel donc, on a travaillé, on a collaboré. Et dès 2016, donc, il avait une école de moto où je me suis associé avec lui, qui s'appelait la Race Experience School. Mais dans le coin, c'était ça ? C'était à Fréjus. Ah oui. Donc, on roulait à l'époque sur le circuit de karting de Fréjus et le circuit de karting du Luc. On connaît effectivement. Hein. Donc, grâce à cette initiative, donc, on a pu inculquer à des enfants la pratique, l'initiation. Et voyant que l'école était bonne, on a dirigé aussi du petit sur les adultes, où on faisait des roulages sur le grand circuit du Luc. Et par rapport aux enfants, donc on avait une cellule qu'on avait créée, une cellule compétition, et avoir les enfants pratiquer et progresser tout au long de l'année. Chaque année, on leur offrait ce qu'on appelait une carotte, un joker, et on les amenait sur la finale du championnat de France à Alès, qui était le championnat de France 25 Power. Et c'est comme ça que Mathias, avec 4-5 de ses copains, puisqu'on faisait une sélection et on leur offrait cette journée-là, ce week-end-là sur Alès. C'est comme ça qu'il est arrivé sur les circuits, sur le monde. Voilà, c'est comme ça que Sébastien avait vu en Mathias justement qu'il était un petit peu doué et qu'il était accrocheur. Et donc on l'a initié avec ses collègues dans ses courses de vitesse. Donc là sur des circuits de karting. Et c'était plus de la côte là. Non, là c'était plus de la côte. Donc Mathias, comme il disait, il a commencé à faire ses gammes sur les pistes, sur les circuits. Comme on n'avait pas le droit d'y aller, donc il roulait en course de côte. Il a fait le championnat de Provence à plusieurs reprises sur une Piwi 50, une Piwi 80. Après, il a une 110 ovale. Et grâce à cette initiative, donc ça lui a permis lui de pouvoir acquérir un petit peu d'expérience. Et au regard des autres, donc on l'a mis après dans la compétition, dans le grand bain. On va donner la suite un petit peu du palmarès avant de savoir qu'est-ce qui fait qu'on devient champion. Parce qu'en fin de compte, il y a quelque chose. C'est pas si parce qu'on est bon, surtout. Qui fait que tu deviens champion. Il faut un peu de talent. 2017, vice-champion de Provence de la montagne pré-espoir. 2018, champion de Provence. Donc là, allez, avant vice-champion. 2018, c'est moi le boss. 2018, champion de Provence de la montagne pré-espoir. 2019, 15e. Alors, ça veut dire quoi? C'est IV Junior. C'est en italien, ça veut dire Campionato Internazionale di Velocità. Alors, 15e au Campionato Internazionale di Velocità Junior Italie, donc meilleur, donc il a fait meilleur 4e place. C'est ça, oui, c'est ça. C'est aux qualifications, en fait, je me suis qualifié 4e place. Et voilà, la course. 2020, champion d'Occitanie, 25 Power, V4. Ça dit, tu nous traduis un petit peu V4, c'est la cylindrée, c'est parce qu'en fin de compte, c'est par rapport à la pratique. Donc, c'était la plus haute marche et il concourait, c'était le plus jeune à se bagarrer avec des personnes qui avaient entre 25 et 40 ans. Ah oui, carrément. D'accord. Carrément. Surclassé. 2021, champion de France mini-GP, 3e. Voilà, ça, c'est un des tes meilleur palmarès, plus gros palmarès. C'est là où tu es un petit peu arrivé à Menton et qu'on t'a un petit peu vu sortir médiatiquement sur Menton, effectivement, avec la mairie qui est venue, qui t'a remis un prix, je crois, effectivement. Ouais. Donc c'était en 2021, champion de France mini-GP, 3e à la conférence Cup mini-GP, et il est dans le top 20 au championnat du monde, donc FIM, ça veut dire Fédération Internationale de Moto, en World Series mini-GP. Oui, il est dans le top 20 mondial. Mais donc ça, c'est pour déboucher sur ce qu'on voit, le Continental Circus, là, avec les 500 et les 2,5 et tout ça, non ? Non, c'est pas encore ça. Si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, en 2021, il y a la Dorna, qui est le promoteur du MotoGP, qui avait instauré avec plusieurs fédérations, dont la France avait participé, à un championnat national OGP, mini OGP. Tous les pilotes avaient des 160, c'était monomarque, c'était la marque Oval, pour ne pas la citer,
qui participaient à ce championnat-là. Et suite aux résultats de 10 nations, donc les 3 meilleurs pilotes de chaque nation sont allés à Valence, en Espagne, lors de la finale du MotoGP, où justement, là, comme on voit sur la photo, il y avait Valentino Rossi qui prenait sa retraite à Valence, donc on a eu l'occasion. Alors, effectivement, j'ai voulu illustrer l'émission de ce soir avec une photo que j'ai été chercher sur Internet, et c'est Valentino Rossi que j'ai pris, mais je ne le savais même pas, tu vois. Il faut être spécialiste. Hein. C'est ce qu'on voit là. Oui, c'est la petite photo qui illustre un petit peu, parce que ce soir on a invité quand même, les amis, champion quand même. Et juste pour info, c'est l'année aussi surtout où Fabio Quartararo, notre pilote niçois, est devenu champion du monde. Tout à fait. Qui était pour l'occasion le parrain et l'ambassadeur de l'équipe de France, puisqu'il y avait 10 nations représentées. Et c'est pour cela que c'était la première fois que ça se réalisait. En parallèle, sur le grand circuit, il y a un circuit de karting que la Dorna avait aménagé pour que les enfants puissent faire ce qu'ils avaient appelé, eux, la manche mondiale, puisque c'était ces 10 nations. Et Mathias, par rapport, il a eu un souci, puisque dans les qualifs, il a eu un gros accident, mais il a fini dans le top 20 au niveau mondial. Et maintenant, on a des pilotes qui vont... Mais à court terme, on peut espérer le voir donc déboucher sur ce genre de... On va lui poser la question, les amis. C'est ça, non Voilà. Là, vous anticipez, mais c'est le but de la carrière actuelle de Mathias. La suite, c'est quoi, là ? Alors attendez, déjà je finis parce qu'on va 2023 champion participation donc en junior GP dans la catégorie européenne talent, donc en cup pré-moto 3. Alors c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas c'est du 250, c'est ça, centimètres cubes. Exactement, c'est voilà. Mon marque. Et 2024 participation pareil dans la même catégorie. Ça fait déjà 2 ans que tu cours dans cette catégorie maintenant, 2023-2024, et un objectif en 2025. Participer au championnat d'Europe European Talent Cup. Ouais. Donc, mon cher. Alors, l'année prochaine. Enfin, cette année, je veux dire. 2025. Non, c'est pas participer. C'est la 3e année. Où, d'accord. Donc, du coup, 2023, 3e année. Okay. Mais mon objectif pour cette année, ce serait de finir au moins dans le top 10 à la fin de l'année au championnat. Ce serait le goal ultime. Après, s'il y a mieux, c'est tant mieux. Voilà. Et non, voilà. Alors, qu'est-ce qui fait, mon cher Mathias, qu'on a ce truc qu'on est devant, qu'on gagne? Qu'est-ce que tu as dans la tête quand tu montes sur une moto ou que tu rentres sur un circuit? Alors déjà, un championnat de France, c'était, on va dire, un peu plus facile parce que le niveau était moins élevé comparé à l'Europe. Parce que quand on arrive en Europe... en plus de ça, les amis, il est modeste. Quand on arrive en Europe, en fait, c'est les meilleurs mondiaux. Il n'y a pas... À mon âge et à ce type de cylindrée, il n'y a pas meilleur, en fait. D'accord. Du coup, c'est pour ça qu'on s'était dirigé vers ce championnat. Combien de pilotes à peu près sur une saison? Combien de pilotes vous êtes sur un... Alors, il y a un format un peu particulier dans ce championnat. Nous sommes 60. Donc, quand on débute un week-end de course, on est 60, mais il n'y en a que 30 qui peuvent faire les courses à la fin du week-end. Il y a les qualifs. C'est ça. Il y en a 30 qui rentrent à la maison. C'est ça. Et régulièrement, tu es dans les 30, toi? Ouais. Cette année, j'étais pratiquement à chaque course dans les 30. L'année dernière, ça a été plus compliqué parce qu'on débutait, on connaissait pas la moto, les circuits, vu que c'est à l'international, en fait ça se déroule en Espagne, au Portugal, c'est ce que j'avais demandé, en Italie, donc ça... dans les 30, je vais vous annoncer, après je vais vous dire le budget, hein, parce que... c'est ce que j'allais dire, oui, parce que pour l'instant, il n'y a pas une écurie qui est derrière et qui sponsorise le truc, ou c'est à vos frais à vous? Disons que Mathias fait partie du team BRS, c'est pour la 2e saison, puisque là on a signé pour la saison 2025 dans le team BRS, qui est un team 100% français, basé aux alentours de Lyon. Bréchon Racing Cool. Exactement, mais c'est un team payant, c'est-à-dire qu'automatiquement aujourd'hui, le but de Mathias, c'est de pouvoir se faire remarquer pour pouvoir attirer justement dans le futur des écuries ou des mécènes qui croient en ses capacités. Oui, parce que là aujourd'hui, il a 17 ans. Tout à fait. Mais le jour où il est majeur, il peut très bien signer un contrat avec une écurie qui va le faire performer, quoi. Ah, même à 17 ans, je pense. Oui, maintenant. C'est-à-dire que maintenant, il y a une nouvelle réglementation parce qu'en moto, ça fait, je pense, 5 ans qu'il commence à y avoir de plus en plus de morts en moto via la sécurité et au niveau âge aussi. C'est-à-dire, quand je parle niveau âge, maintenant, pour arriver en mondial, il faut avoir minimum 18 ans pour pouvoir faire une course en mondial. C'est-à-dire la plus petite classe en mondial, c'est-à-dire le Moto 3, avec des 250 comme nous on roule, c'est 18 ans minimum. Ou si on fait un championnat ou si on finit top 3 du championnat Moto 3 junior, on peut avoir une dérogation si on a 17 ans, ou si on finit dans le top 3 aussi de la Red Bull Rookies Cup. Et c'est le seul moyen d'y arriver en ayant moins de 18 ans.
C'est la dérogation en fin de compte. Là aujourd'hui dans le championnat au-dessus, en fait les motos sont toutes les mêmes. Alors nous c'est des motos toutes les mêmes. Normalement c'est une moto de série quoi. Voilà c'est ça. Normalement il n'y a pas de triche, pas de réglage, pas de réglage. Tout se joue sur le pilotage. Normalement oui. Après il y a certains teams, vu que c'est des teams de mondial, ils changent. Par exemple la ligne du pot d'échappement, le pot d'échappement. Ça tu as le droit. Ça on a le droit. On a le droit, c'est autorisé à une certaine limite. Mais quand on met toutes ces... Parce qu'en fait, eux, ils étudient vraiment bien le règlement. Quand on met tous ces petits changements bout à bout, tu veux dire que la moto, elle est un peu plus performante. Voilà. C'est presque pareil, mais après, il y a en ressortie de virage, il y a toujours un petit changement qui font ça, c'est le pilote qui parle, tu vois, vraiment. Bien sûr. Alors, moi, j'aurais voulu savoir aussi, ce soir avec nous, on va annoncer le budget là dans quelques instants, mais le palmarès, on l'a donné. Comment ça se passe une préparation? Puisque là, le championnat reprend en mai. Je lui ai posé la question tout à l'heure. Là, il s'est arrêté en novembre et le championnat reprend en mai. La préparation, comment ça se passe pour revenir sur le championnat? Puisque là, tu vas être c'est un championnat européen. C'est international. Ouais. International. Donc là, comment ça se passe ta préparation actuellement? La préparation, surtout en hiver, elle est très spécifique. Toi, tu vas à l'école toujours, hein? Oui, moi, je vais toujours à l'école. Donc, ça m'enlève un peu du temps aussi pour pouvoir m'entraîner physiquement et en moto, aller à l'école. Mais en hiver, c'est très spécifique. Il y a beaucoup de... Tout le temps libre que j'ai, en fait, c'est du temps à gagner sur une préparation mentale, physique. D'accord, j'allais dire physique, beaucoup de muscu, certainement. Non, la muscu, pas tellement, mais plus beaucoup de cardio. C'est-à-dire beaucoup de course à pied, vélo. D'accord. Après, beaucoup de renforcement musculaire aussi. C'est-à-dire, surtout, quand on fait de la muscu, c'est surtout basé sur l'endurance des muscles. C'est pouvoir tenir Maxime avait dit, un message de Maxime qui disait qu'il t'avait entraîné. Maxime Brandimart, c'est. Oui, Maxime nous a envoyé un message, effectivement. Un ami de mon père qui tient le team MB375. Exactement. Et oui, il m'avait entraîné. Là où j'ai eu mes 2 titres de champion de France, c'est là où il m'avait entraîné. Alors on va lui faire un petit clin d'œil, il est en Thaïlande actuellement. Donc, où il entraîne aussi là. Il est en train d'entraîner Rakib qu'on avait reçu ici, il est en Thaïlande en train de l'entraîner. Décalage horaire, je pense qu'il n'est pas en train de nous écouter ou il écoutera plus tard. Par contre, je signale aussi à tous ceux qui nous suivent comme Clément, T-Max, Performance, il y a plusieurs personnes qui regardent ce soir, que le papa de Mathias est bien là mais qu'il est hors caméra. Voilà, donc si vous entendez sa voix, mais il est là. Voilà, donc la préparation, donc tu disais, et il faut aller sur les circuits quand même. Donc à quel moment? À chaque fois, je veux dire, il faut quitter Menton, aller sur des circuits pour tourner un petit peu. Oui, les moments. Après, là, surtout cette année, en fait, on a beaucoup compris que la moto, c'était très important. C'est-à-dire les entraînements en moto, c'était très important. Avant, papa, ça va peut-être pas lui plaire, mais on va dire, je trouvais que c'était un peu minime les entraînements en moto que je faisais comparé aux autres les autres en fait ils s'entraînent tous les jours parce qu'ils vont pas à l'école. Ouais, mais c'est un coût aussi, c'est ça aussi le problème. Après, je pense que c'est plus ça, c'est un coût. Après il y a une raison financière aussi. Bien sûr, parce que malheureusement ce sont des motos qui coûtent très très cher à l'entraînement et à l'entretien surtout, et chaque fois qu'on sort, déjà malheureusement nous on est un peu mal desservis sur le littoral. Chaque fois qu'on doit sortir, on doit faire minimum 200, 300, voire 400 km pour aller sur un circuit. Pour aller sur un circuit, il y a l'utilisation de tout ce qui est consommable. Donc, ce sont des motos qui coûtent très très cher. Écoute, on va donner le budget pour une saison. Alors, le budget 2025 pour une saison, c'est 117 500 €. Je vais vous donner un petit peu. La moto, 20 000 €. La préparation moto, 10 000 €. Les pneus pour la saison, 10 000 €. L'équipement du pilote, 7 000. Les pièces pour la moto, pour les changements, 10 000 €. L'entraînement, 20 000 €. C'est ce qu'il disait. En fin de compte, il faut aller sur des circuits. Donc ça coûte cher. Les mécaniciens, 6 000. L'ingénieur, 4 000. Les frais de déplacement, quand vous allez sur les circuits, 25 000 €. La licence, 1 500 €. L'inscription, 4 000 € pour s'inscrire sur les courses. Mais donc voilà, ça fait le team, là, BRS, il participe un petit peu à tout ça quand même. Il vous aide? Il nous aide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le team nous demande de participer financièrement parce qu'aujourd'hui, c'est un team aussi qui dépend parce que c'est une structure commerciale. Donc lui aussi, derrière, il y a une rentabilité. On a un ingénieur qui nous suit puisque même s'ils ont 16 ou 17 ans, aujourd'hui, ils ont le même confort que dans le MotoGP. On récupère des datas de façon à faire des comparatifs, à pouvoir initier le pilote, lui montrer où il est bon, où il est moins bon, là où il se corrige. Et c'est un peu comme les mathématiques. Automatiquement, il faut travailler sur ces bases-là
pour que le pilote puisse comprendre où aller grappiller 3-4 dixièmes, ce qui peut lui faire prendre 4-5 places sur une grille de départ. Bien sûr. Et automatiquement, ce sont des gens qui ont des compétences, et comme on le dit toujours, la compétence se paye. Donc oui, BRS nous accompagne, mais aujourd'hui, on n'a pas l'autonomie de pouvoir mettre Mathias dans un team où aujourd'hui c'est free, quoi. C'est-à-dire qu'on a éventuellement les déplacements. On a la moto à déplacer, on a le manager à Mathias, son mécanicien, etc. Donc c'est pour ça que le budget, malheureusement, dépasse les 100 000 euros pour qu'on puisse rouler dans les meilleures conditions possibles. Et dans ce budget, les résultats rapportent quand même que dalle. Non, mais c'est pas des. Il n'y a pas de prime d'arrivée. C'est pas des Non, mais c'est ça. Pour vous donner un exemple, quand Mathias a été champion de France en FSBK en OGP en 2022, la fédération lui a alloué une prime de 1 500 euros. Oui, alors par contre, où on tient à remercier la fédération, c'est qu'elle nous accompagne financièrement sur le budget, parce que Mathias fait un championnat international, et automatiquement la fédération accompagne, puisqu'ils sont plusieurs pilotes français à faire ce championnat-là, nous débloque du budget qui n'est pas négligeable, mais bon voilà, aujourd'hui qui ne couvre pas à 100%. Vous avez entendu, il y a presque la moitié, c'est que du déplacement, et, bien sûr, c'est pratiquement moi ça m'intriguait surtout, comme tu disais, qu'il y a 30 pilotes du coup à chaque fois qui se déplacent pour rien finalement, enfin qui font que les qualifs. Alors, oui, mais le but c'est de devenir champion aussi, mais après pas ils se déplacent pour rien, c'est-à-dire que la formule en fait du week-end, c'est on roule le jeudi, vendredi, samedi et le dimanche. Le jeudi et le vendredi, il y a dans chaque journée il y a 2 séances d'essai libre de 40 minutes. Tout à fait. Le samedi, cette année, il y a eu une nouvelle démarche pour le samedi. De base, normalement, le samedi, il y avait qualif 1 le matin et qualif 2 l'après-midi. Maintenant, il y a practice le matin. Practice, en fait, c'est une séance d'essai libre pour savoir si tu te qualifies en Q1 ou en Q2. La Q1, ça veut dire que tu n'étais pas dans les 10 premiers. Donc, si tu es dans les 10 premiers, tu passes directement en Q2 et tu fais les courses le dimanche. Mais si tu n'es pas qualifié par les practices, si tu n'es pas dans les 10 premiers par les practices, donc les 20 autres, ils vont en Q1. Les 4 premiers de la Q1, c'est du repêchage. En fait, il y a beaucoup un mélange de repêchage. Et les 4 premiers de la Q1 vont en Q2 et font les courses. Et ceux qui sont restés en Q1, qui n'ont pas fait les courses, qui sont pas qualifiés en Q2, le lendemain, le dimanche, le matin, à 9h, ils ont une course qui s'appelle la Last Chance Race. C'est la course de la dernière chance. Compensation. On en récupère combien du coup ? Les 2 premiers, ceux qui finissent dans le top 2, ils font les courses. Ouais, donc c'est un beau week-end. Ça fait 2 fois 14. Ils sont 14 à être qualifiés directement, parce qu'après, il faut une séance chrono pour déterminer leur place. Et les 2 derniers sont repêchés. Ça fait au final 30 pilotes le dimanche, quand il y a 1 ou 2 finales, pour pouvoir participer. Et là, à ce moment-là, se faire remarquer et prendre des points au championnat. Sachant aussi qu'en fin de compte, tu t'entraînes aussi en même temps. Ça te fait de la sortie entraînement. Disons que c'est un apprentissage. C'est un apprentissage onéreux, mais là, tous les enfants, tous les jeunes pilotes, qui soient dans des teams privés ou dans des teams officiels, comme le disait Mathias, on a 4-5 teams qui sont présents en championnat du monde MotoGP. Donc, si vous voulez, eux, les pilotes, les teams espagnols ou autres, préparent déjà les pilotes pour monter déjà l'année suivante en fonction de l'âge ou de leur performance en mondial. Donc si vous voulez, nous, dans un team privé, on s'affronte à ces teams-là qui sont des teams renommés que vous voyez en MotoGP tous les week-ends quand vous regardez la télévision. Alors, ma question, j'ai encore 2-3 questions à te poser. C'est bien parce que tu as répondu un petit peu. J'allais te poser la journée type d'une journée de quand tu pars en course, mais tu nous l'as donné, c'est sur 4 jours en fin de compte. L'équipe, elle est constituée de combien de personnes ? C'est qui l'équipe ? Alors, ton équipe, pour mon toi, équipe qui te suit sur les courses, par exemple, on va prendre. Pour mon équipe à moi, donc il y a le télémétricien, donc c'est une personne. Il y a mon mécanicien plus une aide du mécanicien, donc ça veut dire 2 mécaniciens, donc ça fait 3 personnes. Il y a mon manager, mon team manager, et après il y a tout dépend s'il y a le coach. Ça fait 6, et après tout dépend s'il y a des accompagnants ou pas, mais on va dire minimum 6 pratiquement. D'accord. Et papa, ça, il est en retrait lui ? J'ai pas le droit. Je lui demande de plus en plus d'être en retrait parce que j'ai de moins en moins besoin de son aide. Du coup, en fait, je préfère que... Ça te perturbe peut-être d'avoir le... Voilà, c'est ça. On va dire, je préfère que de temps en temps... On laisse plus faire les autres que entrer la famille. Oui, bien sûr. Toi, ça te dérange pas trop, Franck ? Alors, pour être sincère, ça m'a beaucoup dérangé, parce que comme tu l'as évoqué tout à l'heure, Mathias, je l'accompagne depuis qu'il a l'âge de 5 ans. Donc, ça a été un peu dur. Ça fait 12 ans. Ça a été un peu dur d'apprendre et d'accepter de se mettre en retrait,
Où je l'ai appris, c'est en plus, tu as un caractère de chef d'entreprise. Tu es un chef d'entreprise, voilà, donc aussi, c'est ça qui n'est pas évident. J'aime participer, j'aime entreprendre, mais c'est un passionné donné, en je veux plus. dire, oui, passionné, je le suis. Il vaut depuis... mieux, il vaut mieux. Mais si vous voulez, derrière, où je l'ai appris, c'est en 2021, quand Mathias a participé à cette manche de mondial en mini-GP, où là, j'ai compris que chacun a sa place. Donc, il a son beau-frère qui est son chef mécanicien qui l'accompagne, il a son team manager, son manager. Moi, après, je suis là, voilà, parce que je veux être sur place. Parce que déjà, d'une, j'apprécie beaucoup la discipline. De deux, c'est mon sang, c'est mon fils qui roule. Donc, on ne sait jamais ce qui se passe. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je veux œuvrer à ses côtés, puisque j'ai eu la chance d'être avec lui quand il a eu ces 2 titres, et je voudrais être avec lui quand il va commencer à performer. Et puis tu es fier, c'est normal. Oui, je suis un papa, et puis on est responsable, donc il faut être aussi là. Normal. Mais voilà, donc c'est vrai qu'après, on paye des personnes, on paye des gens compétents. À un moment donné, il faut comprendre et accepter qu'on n'est plus juste attendre une chaîne. Je pense que ça a été un petit peu, malheureusement, c'est pas généralisé, mais ça a été un peu le problème de certains sportifs de haut niveau dans plein de sports différents qu'on a vus, notamment en France, où il y avait la cellule familiale qui était souvent derrière, et qui a contrecarré de temps en temps beaucoup le premier exemple qui me viendrait, par exemple, c'est la mère du footballeur Rabiot, là, qui a mis un pataquès terrible à l'époque. Bon, maintenant un petit peu moins. Je veux dire, c'était compliqué pour lui. Le Mbappé l'été dernier avec la Juve, ça a confré quand même. Hein. Oui, non, voilà. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a des fois, on sent qu'il y a des parents. C'est tout à fait normal que les parents s'investissent, bien sûr, mais ils ont du mal à, justement, comme tu disais, à rester à leur place, et ça peut nuire des fois, hélas, au début de carrière du jeune en question, parce qu'effectivement, normalement, il y a eu une cellule qui se met en place autour de la vedette qui est en train de naître, et des fois les parents ont du mal à accepter ça, quoi. Je veux dire, si vous voulez, on fait déjà tellement de sacrifices financièrement, humainement, familial, puisqu'aujourd'hui beaucoup de choses gravitent autour de Mathias. C'est ce que j'allais te dire. Il n'est pas tout seul. Quand vous avez plusieurs enfants, donc il faut ménager le chou et la chèvre, comme on dit. Donc on a la chance que sa sœur adore la moto, elle pratique de la moto, c'est elle qui s'occupe de sa community manager, c'est elle qui s'occupe de sa communication. Donc si vous voulez, nous au niveau de la famille, il y a la maman qui s'occupe de tout ce qui est logistique, il y a le beau-fils qui est chef mécanicien, il y a la sœur qui s'occupe des réseaux sociaux, il y a le papa qui va chercher du financier et qui s'occupe tant bien que mal de pouvoir le mettre dans les meilleures conditions. Donc on fait tellement de sacrifices que le but c'est que votre fils puisse percer, ou tout autant déjà prendre du plaisir et évoluer, et puis peut-être se faire remarquer, que notre rôle c'est pas au contraire que ce soit un frein. Nous on est là pour lâcher le frein à main, et à un moment donné, comme vous le disiez, il faut accepter que des gens prennent notre rôle. Ça a été dur, comme je le dis, il y a 4 ans de cela. Mais maintenant, je vais là-bas. Alors, ça fait bizarre parce qu'avant, je faisais tout. Là, je fais plus rien. Si, je fais des chèques ou des virements, mais bon, c'est comme ça. En attendant, voilà, c'est tout pour le bonheur de Mathias. Les amis, Mathias, donc la saison qui redémarre en mai. Donc, il nous a donné un petit peu le budget, on vous l'a donné. Une saison qui démarre en mai jusqu'en novembre. Donc, ça fait, sachant qu'en août, il n'y a pas de course. Là, je viens de compter sur le planning que tu m'as donné, le calendrier. Il y a 7 courses d'ici entre mai et novembre. C'est un championnat sur 7 courses. Alors, pour un week-end, ouais, voilà, 7 week-ends. C'est-à-dire pour un week-end, je sais plus exactement combien, mais il me semble en tout, il y a 3 jours. Il doit y avoir il y a 12 courses en tout. C'est-à-dire dans un week-end, des fois il y en a 2 et des fois il y en a une. Okay. Il me semble au total c'est 12 courses qu'il doit y avoir, ouais, c'est ça. Oui, il y a 2 finales où les pilotes peuvent prendre des points à chaque finale. Ouais. D'accord. Alors cette saison là, c'est la 3e saison que tu es en MotoGP européen. Comment tu te sens là pour cette saison? Tu as fait quoi l'année dernière? Tu as été toujours classé à peu près quoi? Moi l'année dernière, l'année a été très très dure, c'est-à-dire on va dire mentalement, surtout mentalement et physiquement. Alors mentalement ça veut dire quoi, Mathias? Mentalement, c'est que nous on cherche à savoir. Mentalement en fait c'est dans la tête en fait c'est déjà 2023 mentalement j'étais pas bien, c'est-à-dire de passer de tout gagner à rien gagner et à être très loin, ça fait un peu bizarre. Cette année j'avais déjà mieux compris, mais on a très mal commencé l'année. Je trouvais que j'étais loin, et en fait au début je me plaisais plus à cette catégorie, j'arrivais plus, et au fur et à mesure de l'année en fait j'ai compris, j'ai réussi à apprendre à m'amuser avec cette moto, à vraiment à tout faire bien avec cette moto, à la mettre dans tous les sens, à vraiment à adorer, à jouer corps avec la moto. Exactement, à jouer avec, à faire un peu n'importe quoi avec. Et oui, du coup j'ai pris vachement plus plaisir cette année, et le plaisir on l'a vu aussi au niveau un peu des résultats, c'est-à-dire qu'au niveau chrono, parce que nous on parle que en chrono,
Au niveau chrono, au début, je me situais à 2 secondes, 3 secondes des meilleurs, et à la fin de l'année, j'étais plus qu'à 1 seconde et demie des meilleurs. C'est ça qui est trop, c'est qu'une seconde à cette vitesse-là, c'est rien. Et c'est rien et beaucoup à la fois. C'est rien, mais pour nous, c'est beaucoup quand même 1 seconde. Est-ce que tu as failli abandonner ? J'ai pas failli, mais il y a un moment où, surtout en 2023, mentalement, en fait, je voulais plus, quoi. Ça m'a un peu dégoûté. Mais j'ai réussi à rester grâce à ma sophrologue là, que je fréquente aussi depuis plusieurs années. Ça fait 2 ans. T'as dit que t'étais un winner. Voilà, c'est ça. Et grâce à Maxime aussi, une fois de Maxime, je sais comment il est. J'ai été sur des trucs avec lui. T'es un winner. Faut que tu te dises, je suis un winner. C'est Katia, ta sophrologue ? Comment ? Elle s'appelle Katia ? Non, elle s'appelle Maïlis, ma sophrologue. Mais moi, je voulais savoir un truc aussi, c'est que, parce que tu as 17 ans maintenant, mais est-ce que, justement, dans ta tête, déjà, il y a un choix qui est fait ? Parce que ça doit être difficile de cumuler des compétitions sportives de ce niveau-là, puisqu'apparemment, ça commence à monter en puissance. Et puis les études qui suivent leur cours normal, on va dire. Ça va être compliqué, ça. Ouais, après, moi, oui, sincèrement, si j'étais que moi, s'il y a que moi qui décide, exactement, il y aurait plus d'études. Il y aurait plus d'école. Parce que, en fait, la moto, c'est ma passion, c'est mon rêve, c'est ce que j'ai envie de faire plus tard. Ouais, mais imagine qu'il t'arrive quoi que ce soit et que tu puisses pas aller plus loin. Oui, mais imagine, pense-y ça. Non, bah là c'est les parents. C'est le papa qui parle. Mais avec des imaginations, on peut aller très loin. Oui, mais ça, le truc. tu sais, quand tu es parent, moi je me doute que c'est tes parents qui sont derrière et qui lâchent pas ça. Parce que quand t'es parent, c'est normal. Tu as la passion, mais quand tu es parent, tu sais que ton fils peut réussir, mais t'as peur de lâcher aussi parce que tu te dis, si ça marche pas, il fait quoi ? Je comprends. Après. Moi, à mon âge, oui, je comprends, je comprends, mais à mon âge, par exemple, j'ai fréquenté énormément de jeunes de mon âge qui font de la moto aussi, et surtout des étrangers qui ont totalement arrêté les études. Mais est-ce que les parents, derrière, financièrement, ils pouvaient tout assurer une saison ? Ça financièrement, je sais pas, mais j'en connais qui sont plus vieux maintenant et qui regrettent aussi. Ça je le sais. Je me fais l'avocat du diable parce que je me mets à ta place. Tu as entièrement raison. Bon, après, il faut savoir une chose, c'est que Mathias, pour la 4e année consécutive, a un statut de sportif espoir. Qui est accordé par le ministère justement, et ce qui est très important pour lui et puis pour nous, puisque ça lui permet d'avoir des dérogations et d'expliquer aux établissements justement s'il est absent, c'est pas qu'il fait l'école buissonnière, c'est que justement il est convoqué pour des tests, pour des entraînements, pour des compétitions, et ça nous permet aussi dans le parcours scolaire avec Parcoursup de pouvoir justement l'accompagner, puisque Mathias est en terminale. Il a aussi un projet professionnel puisqu'il voudrait être dans le monde de la kiné, ostéopathie, ça il pourra vous en parler lui. D'accord. Donc c'est vrai que nous on lui dit la moto, nous on fait tout ce qu'il faut. Mais il faut que toi tu fasses tout ce qu'il faut aussi pour que tu puisses t'accrocher au niveau scolaire, pour pouvoir avoir ton bac, avoir un diplôme, apprendre un métier, parce que comme le disait Jean-Luc, une blessure, une inconvenue financière qui nous permet plus malheureusement de pouvoir subvenir, parce que plus les catégories, parce que là on est à 100 quelques mille, mais si on monte en moto 3, si on va en mondial, on est à 250 000, etc. Je veux dire, pour atteindre, parce que là il y a quand même beaucoup de pilotes aujourd'hui qui payent pour rouler. Donc si vous n'avez pas derrière vous soit les rêves financiers personnels assez lourds, ou des sponsors qui croient en votre projet et qui abondent. Tous les sports automobiles, ça coûte un bras, même le kart. Tous les sports automobiles, qui dépassent le cadre de la passion. Là ça devient vraiment, c'est-à-dire que les gens vont déceler chez lui de la graine de champion qu'on va peut-être avoir. C'est tout le mal que je te souhaite, mon garçon. Moi je voudrais poser une question. Tu as eu beaucoup d'accidents ? Alors, c'est ce que je voulais dire aussi tout à l'heure. C'est la saison a été très compliquée aussi. Quand je dis physiquement, c'est en fait je me suis beaucoup blessé aussi cette année. En parlant de blessures. Mais alors quand tu as un accident, j'imagine que vous le faites à une grosse vitesse. Les conséquences, c'est quoi ? Alors, par exemple, cette année, la course de Jerez, pendant les qualifications, je partais pour faire un très bon tour. Et à un endroit du circuit où ils avaient refait les vibreurs, je suis sorti un peu large. Et la moto, une des chutes les plus fréquentes, on va dire, en moto, qui se passe, ça s'appelle un hackside. Un hackside, c'est quand la roue arrière glisse, puis raccroche, et en fait, ça nous fait partir vraiment... La roue arrière chasse, en quelque sorte. Ouais, voilà, c'est ça. Et raccroche. Et ça raccroche, et en fait, ça nous fait partir à 2-3 mètres de hauteur, et après, quand on redescend, c'est là où ça fait mal, quoi. Et donc, en parlant des blessures, par exemple, cette année, oui, à Jerez, j'ai fait un hackside, et je me suis... En fait, j'ai glissé, j'étais à plat ventre sur plus de 100 mètres. Donc, j'étais à 180 et j'étais à plat ventre pour essayer de m'arrêter. Donc, de 180 à 0, en fait,
la combinaison, elle a brûlé à un endroit précis. C'était juste ici, là, elle a brûlé ici. Et en fait, je me suis retrouvé avec un trou dans la peau où on voyait mon os. Oh. Et après, j'avais une fracture où j'avais le métacarpe qui était déplacé. Donc, j'ai pas pu continuer. Moi, je voulais continuer le week-end parce que après, avec le gars, il a moitié ruiné. Mais non, les médecins m'ont dit formellement que c'était impossible. Heureusement, et que ça servait à rien. Après, oui, j'ai eu ça et j'ai eu aussi un autre problème hors chute où c'était un problème physique. C'est un syndrome en fait que tous les motards chopent. Ça s'appelle le syndrome des loges. Et moi, j'ai eu un peu ce syndrome avec un peu une contrefaçon où moi, en fait, il y a le syndrome des loges. Les loges, c'est la poche qui contient le muscle de l'avant-bras. Ouais. Et ce syndrome, c'est à force en fait d'utiliser les avant-bras, quand le muscle se congestionne, il veut s'agrandir, sauf que la poche est trop petite pour pouvoir contenir le muscle. Et le muscle, quand il veut s'agrandir, la poche il dit non, tu restes là, tu restes là, tu restes là. Et en fait, ça. Donc t'as plus la force. C'est ça. Vous avez compris, futur kiné, vous avez compris, il est en train de vous faire un cours là. Mais Quartararo, il a pas eu ça ? Oui, Quartararo, l'année dernière ou l'année d'avant. Il s'est opéré 2 fois, je crois, Quartararo. Complètement. Il a eu plusieurs fois, pratiquement tous les pilotes l'ont. Et en fait, c'est un syndrome qui est récurrent. C'est-à-dire, on se fait opérer une fois, mais on peut se faire opérer 2 fois, 3 fois, 4 fois. En fait, tout dépend de. Ça fait partie un peu des séquelles des motards. C'est ça, donc, qui dit opération dit un certain temps pour récupérer son autonomie ensuite. Voilà, c'est très handicapant. La chance que j'ai, c'est, vu que je suis jeune aussi, c'est je récupère très vite. Ouais. C'est quand à partir du moment où je suis blessé, j'arrive à avoir un bon programme en fait pour bien avoir une bonne rééducation et vraiment me remettre comme si je m'étais pas blessé. C'est pas comme papa, c'est pas comme papa qui s'y vautrait au ski qui va mettre 6 mois pour s'en remettre, c'est ça un petit peu. Merci Jean-Luc. Voilà, donc... moi j'ai une question quand même du coup qui m'intrigue, à part papa, c'est qui du coup ton idole absolu ? Moi mon idole sur les circuits. Oui, oui, non, s'il me dit Clara Morgan, c'est un peu chelou. Non. il a le droit. Complètement, ça, c'est j'espère même. Non, mon idole, celui que je respecterai pour toute ma vie, c'est Marc Marquez. Ouais. En fait, je le respecte pour tout. Retour parce de que blessure, voilà, c'est ça. En fait, c'est surtout le côté physique et énormément le côté mental. Le côté pilotage aussi. Le côté mental, c'est... Quand je parle du côté mental, il s'est blessé, il aurait dû arrêter, tout le monde lui a conseillé d'arrêter et il s'en est foutu et en fait il est revenu pour regagner un titre de champion du monde et pour être à ex-aequo avec pour être devant Rossi ou à ex-aequo. Et est-ce que tu arrives déjà dans ta catégorie aujourd'hui à avoir une différence ou pas avec justement des pilotes espagnols, parce que les Espagnols font partie des meilleurs je crois sur le Gotha. On a 18 nationalités dans le championnat international. Les amis, mais la plupart 60% sont des Espagnols. Une émission qui va durer beaucoup plus tard ce soir, vous l'avez compris, on va aller jusqu'à la demi. C'est vachement intéressant. On a une authentique vedette en devenir. Vous restez avec nous pour la suite de l'émission. Vous allez commenter, vous aimez tous les sports, je suppose. Moi j'adore tout. Vous allez voir, alors là tu vas en avoir un qui va s'exciter maintenant. C'est lui, tu vois. Jean-Luc là, il a été calme. Pourquoi il y a un sujet sur Ben O'Keeffe aujourd'hui ? Non, vas-y. Juste une chose, nous on voulait au niveau local vraiment remercier un petit peu tous les partenaires qui accompagnent Mathias. Merci. Parce que pour nous c'est quand même important et c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion de les remercier. On ne pourra pas s'amuser ici à les citer, mais vous parliez de l'entraînement. Si vous voulez déjà rien que l'entraînement hivernal, ça permet à Mathias, parce qu'il fait aussi du motocross, donc il va au terrain de Monty qui est géré par la famille Perche, donc il l'accueille le plus facilement possible, qui lui fait des fois des passes droits pour que Mathias puisse s'entraîner parce qu'il connaît le statut de Mathias. C'est une famille justement remarquable, que ce soit de Donovan à Jonathan et au papa que j'ai eu l'occasion de connaître quand j'étais petit. Après on a des entreprises locales comme SMBTP, comme Paoli Moto, comme justement Perche, il a le magasin de moto aussi, Starbike, donc qui accompagne Mathias. On a les Rapides du Cap, écoutez, j'ai pas sorti la liste, mais c'est vrai qu'on a Maxime qui accompagne Mathias sur la préparation physique, mentale, qui est toujours là quand on a besoin. Et voilà, aujourd'hui, c'est vrai que s'il y a des entreprises locales qui veulent nous faire confiance et qui veulent abonder dans le projet de Mathias, en tous les cas, nous, on est attentifs. Voilà, c'est important le message. Mais on va suivre. On est attentifs, justement. Et justement, cette année, on a la chance que dans le programme, pour la première année en FIM Junior GP, il y a une manche en France qui se déroulera à Manicourt, Nevers-Manicourt, le premier week-end de juillet. Donc ça permettrait peut-être à ces entreprises-là de pouvoir inviter des clients ou des partenaires et justement œuvrer justement aux côtés pour que Mathias puisse continuer à participer à ce championnat-là et
Et demain, je veux dire, toucher de son doigt son but, quoi. En tous les cas, c'est tout ce qu'on met en œuvre. Et puis merci à vous, à la radio, de nous donner un temps de parole pour pouvoir présenter. Nous, ce soir, tu as vu, on avait dit on va faire 20 minutes, on en a fait 40. Donc, t'es la vedette de ton école, alors, si je comprends bien. Non, même pas. Non. Ça va marcher. Je me cache plus. Je t'explique. Alors, il y a un truc qui est bien, c'est qu'avec les filles, la moto, ça marche. Non. Alors non. Non. Ça y est. Non, il a je vais te mettre à la guitare, parce que la guitare, ça aide aussi. Mais il fait la guitare aussi. Mais il a un 50 zip, et c'est vrai que quand tu passes de 220 à l'heure sur les circuits pour rouler à 45 à l'heure en ville, mais bon, c'est ce qu'on lui a dit. On lui a dit. Ça casse le personnel. Comme on dit, ta ville n'est pas un circuit, et ça, je pense, Mathias, il a compris. T'es prudent en zip, du coup. Alors, les amis, vous savez ce qu'on va faire. Il va rester avec nous, mais bien sûr, on fait la photo, puisqu'on fait la photo après, alors. Ah bah oui, on va faire la photo maintenant. On coupe l'émission, on va faire la photo. En tout cas, tous les sponsors, tu as cité une partie des sponsors. Après, moi, je voulais aussi surtout citer BRS, qui m'a énormément aidé aussi cette année. Tu leur montreras la vidéo que tu les as cités. Je pense qu'ils sont sur le live, Aloisi de Roux et Clément aussi. Alors écoute, il y a beaucoup de monde sur le live ce soir. Il y a tous des noms que j'ai jamais vus. C'est normal, on fait de la moto. Chloé Fissor, Anthony Bellet, Mariana Ivanov, Robins Le Sage, Mano Jambo. Il y en a, je sais pas, c'est tous des noms que j'ai jamais vus, donc je sais que c'est tous des gens qui après, sont là pour toi. Emmanuel Ferrari de Sospel. Ouais, de Sospel, Manu, c'est le cousin. Non, mais par contre, juste une chose aussi, on tient vraiment à remercier. On parlait de la sécurité du pilote. C'est ça que je voulais dire. Je tiens surtout à remercier en fait mon équipementier, c'est-à-dire Choi, qui est présent du coup ici. T'as la casquette, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et Choi qui m'aide au niveau des casques. RST qui m'a beaucoup aidé aussi au niveau des combis et qui m'a empêché d'avoir de plus grosses blessures. Aussi InMotion qui me protège au niveau airbag. Et aussi les bottes format qui protègent mes pieds pour tout de suite. Voilà. Ouais, ça c'est important parce qu'en fin de compte, ici, tous ces gens, mais je pense qu'on l'aide parce qu'il est bon. Parce que s'il n'était pas bon, les gens ils le suivraient pas, quoi. Donc, en tout cas, moi je suis très content. Tu restes avec nous, je te dis. Donc, on t'a reçu ce soir, je t'ai reçu dans l'émission Sport. Mais au cours de la saison, on va te recevoir tout seul. Tu viendras avec papa, bien sûr, mais on te recevra pour faire une émission, pour savoir où tu en es sur cette saison un petit peu. Tu nous fasses un bilan un peu, parce que là, c'est bien. Nous, on aime bien quand on reçoit une personne une fois, le suivre et savoir ce qu'il fait derrière. Ok, voilà. pas de problème. On fait comme ça. On a reçu un boxeur un jour, il a été champion de France la semaine qui suivait derrière. Tu vois, donc c'est tout le mal qu'on te souhaite. Là. Je change complètement dessus, mais ça m'intrigue. Le 29, du coup, il joue quoi, Rakib là? Il fait une championnat régional. Ceinture régionale poids-mouche. Régional poids-mouche, ok. Championnat de France, voilà, oui, c'est une ceinture. Et là, il est en Thaïlande actuellement, en entraînement avec Maxime. Mais il est pas champion. Là, on est en boxe. Non, mais il était en. Mais il est champion de France. Oui, il a été champion de France l'année dernière, ouais. Mais quoi, il monte de catégorie du coup? Je vais regarder pour pas dire de bêtises parce que je crois que j'ai peur de dire une bêtise. C'est pareil. La boxe, c'est comme la moto, c'est compliqué. Il y a des catégories, des sous-catégories. Il y a plusieurs fédés aussi. En tout cas, chapeau parce que tu t'exprimes très bien et même si on n'est pas férus dans ce sport-là particulièrement, on a à peu près compris l'essentiel de ce qu'il fallait comprendre. Et puis surtout, c'est gentil, que... merci. Il a l'air très humble en plus, c'est une belle qualité. Continue comme ça. C'est gentil, bien. merci. Ça, c'est l'éducation que sa mère lui inculque, vous inquiétez pas. Il a pas dit son père, c'est vrai. Enfin, attention, il a dit c'est pareil, à la maison aussi, chacun son poste. Comme dans les circuits, comme dans le box. En tout cas, je suis content que tu sois avec nous. Tu restes parce que le soir, on va déborder un petit peu. On va parler rugby, basket, tennis. Comme ça, tu vas donner ton avis un peu sur les autres sports. Je suppose que tu suis le sport. Ouais, je suis. Allez, on enchaîne. Vous êtes sur Radio Fréquence Méditerranée et c'est 100% sport. 100% Ma chère sport. Nathalie, en local, qu'est-ce que tu as ce soir en local? J'ai pas grand chose parce que les fêtes de fin d'année font qu'il y a une petite trêve quand même. Donc j'ai quelques petits résultats, mais d'ailleurs on va Puis moi, je finirai par un coup de gueule. Interagir avec JB. À toi, t'as un coup de gueule? Oui, local sur les résultats locaux. Okay. On n'arrête pas de demander aux clubs locaux mentonnés de nous donner leurs résultats pour qu'on les cite à l'antenne. Eh bien, il n'y a personne qui répond. Donc, écoute, ils veulent pas. Alors, ils s'en foutent, donc, ils nous aiment pas. Je vais pêcher ce que je peux. Ils font des sales résultats, ils veulent pas. Ils veulent pas les donner. Je pense. Alors, je vais commencer par le foot. Le foot avec le Rapide de Menton. Petit tournoi des U15. Enfin, c'est l'équipe de U14 qui est partie faire un tournoi de U15 à Varazze en Italie, près de Gênes. Ils ont fait 7e place du tournoi sur 14 clubs, ce qui est pas mal puisqu'ils avaient un an de moins que les autres gamins du tournoi. Oui, parce qu'en Italie, il y a un décalage. Il y a un décalage. Au rugby, on a ça aussi. Donc c'est pas mal, c'est bien, bravo les gars. Et Roquebrune, petit plateau des U8 à Beau-Soleil. Il y avait 2 équipes engagées, ils ont gagné 4 matchs, perdu 1 match et 1 nul.
On va passer sur le basket avec Monaco qui a eu un beau match contre Élan Chalon, 109-82. Et là, ils ont 3 matchs dans la semaine. Le 7, le 9 et le 11 contre Blois, Barcelone et Nanterre. Et on va passer sur le basket féminin de Roquebrune avec les U11. Tournoi à San Remo, donc chez les Italiens, San Remo et Armaditaggia pour certains matchs. Elles ont remporté tous les matchs, les pépettes. Et elles se sont même imposées en finale. Ouais. Voilà, JB était présent je sur peux en site, parler, donc oui, il parce peut en que parler. j'y étais. J'ai passé toute la journée avec elle. Alors, gros tournoi, hein, parce qu'elles ont quand même fait 5 matchs dans la journée. 5 fois. Quel âge tu peux rappeler? U11. 10 ans. Ah, ça va. Ouais. Non, comme il me dit qu'il a passé toute la journée avec, je voulais savoir le Non, âge. 10 ans. C'est les U11, alors les Suns, puisque c'est comme ça que c'est s'appelle les l'équipe. Suns. Et donc, elles ont fait 5 matchs dans la journée, 6 fois 5 minutes à chaque fois. Donc, une journée assez éprouvante. Elles ont gagné tous leurs matchs. Et elles arrivent en finale contre l'équipe locale, organisatrice du tournoi. Donc, salle comble, grosse ambiance. Alors attention. Et hostile, je suppose hostile. Non, alors attends, on s'adresse quand même à des gamines de 10 ans qui jouent en U11, c'est pas le Fight Club. Donc, en Benjamin, j'étais voir des matchs à Toulon, croyez-moi, l'hostilité, ça voulait dire quelque chose. Non, mais alors, l'ambiance n'était pas hostile. Par contre, il y a quand même eu un petit arbitrage maison. Léger. T'étais l'arrière-cousin de Ben O'Keefe. Ah ben je vais te dire, il y avait toi et Ben O'Keefe, on finissait à botter sur le terrain, je te le dis. Hein, c'était en Italie, rappelez-moi, c'était en Italie? Ouais. Arbitrage maison en Italie. Les enfants. Non, bah alors toujours est-il que... C'est un pléonasme. Toujours est-il que les gamines, salle comble, grosse ambiance, pas hostile, mais vent défavorable quand même. Pas mal de blessures en plus apparemment. Alors oui, il y en a 2 qui se sont blessés, plus une qui a arrêté en cours de route parce qu'elle était malade. Mais bon, elles ne se sont pas désunies, elles se sont resserrées au contraire. Grosse ambiance, elles ont fait face, elles ont été au bout du bout avec leur trip et elles ont réussi effectivement à enlever le tournoi. Et tout le monde fier d'elle parce que effectivement quand tu es à l'extérieur comme ça, qu'il y a de l'ambiance, qu'on t'arrange pas les choses et que tu arrives effectivement à aboutir, félicitations bravo à elle. aux Suns qui ont brillé sur le parquet italien. Et en plus, à 11 ans, elles ont du caractère. Quoi. Après, tu m'étonnes. Je vais te dire, elles ont même plus de caractère que... je vais pas parler comme un rugbyman, mais... elles se sont vraiment sorties les tripes, comme on dit. Voilà. Eh bien, écoute, tu vas donner la transition. Tu avais fini avec les résultats locaux? Oui, il y avait juste PSG Monaco. D'accord. Voilà. Ça, on va en parler après. Je laisse Mika. On va y venir. PSG Monaco. Pas PSG Monaco, à chaque fois, c'est PSG qui gagne. À la fin, c'est PSG. 1-0, c'est pas non plus qu'ils se sont fait éclater. Non, mais en plus, c'est pas vrai. 1-0. Pratiquement. Allez, on enchaîne. Du championnat, hein. 100% sport sur Fréquence Méditerranée. Rugby, mon cher. Alors, je vous lis les titres parce que vous savez qu'il me prépare un conducteur avec de très beaux titres à chaque fois. Vas-y, je sens la petite blague. Non, pas vraiment. Non, même pas. Non, sur rugby, non. Non, il a écrit en vue du tournoi à destination, Monsieur Galtier, va falloir trancher. Ça arrive. Hein. Oui, va falloir trancher. Déjà, pour le 6 Nations. T'as Olivon qui s'est blessé. C'est ce que j'allais dire. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Alors, c'est pas une bonne nouvelle, effectivement. Il fait signe de la tête. Tu suis le rugby? C'est quoi, les croisés? C'est fait, non? Je suis un peu. Alors, ah oui, c'est violent, celui-là. J'ai regardé un petit peu. Pour l'instant, c'est au minimum une entorse. Demandons au kiné. Au pire, c'est ça quand ils l'ont sorti. Au pire, les croisés. Après, quand tu regardes l'action, c'est que sur des appuis parce qu'il n'y a pas de torsion ou de contact qui vient contraindre l'articulation. Donc, on nous dit, voilà, au minimum... mais bon, je veux dire, je pense que demain, on est fixé, quoi. Hein. Toujours est-il que, si c'est une entorse du genou, il peut effectivement louper soit tout le tournoi, soit vraiment une bonne moitié. Parce que ça arrive, le tournoi, là. Ça commence dès la fin du mois. Ça commence en février, oui. En plus, cette année, on n'a que 2 matchs à domicile. Hein. Ça va être compliqué. Quand tu parles de tranchées, tu penses à qui ? Non, mais c'est-à-dire qu'on a fait une belle préparation d'automne, avec puisqu'il n'y a eu que des victoires d'ailleurs, des très très beaux matchs. Et effectivement, à un moment donné, là, il a quand même une liste de 40 joueurs. Et donc, on sait quand même à peu près qui va sortir de là. Oui. Mais moi, j'ai surtout mis ce titre-là par rapport à, effectivement, quand tu as un gars comme Olivon qui risque d'être sur le carreau, c'est quand même dommage. Parce que c'est un sacré gaillard. Mais bon, on a un gros terroir de joueurs. Donc voilà, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'a priori particulier. Non, mais dans les 40 joueurs, voilà, tu as de quoi faire tourner 2-3 équipes.
de bonne facture. Après, bon, tu as des éléments meilleurs que d'autres, bien évidemment, mais de manière générale, je veux dire, l'effectif à disposition est plutôt de très bonne qualité. Non, à trancher, après, c'est vrai que voilà, c'est sur des postes clés type l'ouverture. Parce que c'est combien de joueurs on peut sélectionner pour... Alors, c'est-à-dire que, en gros, aujourd'hui, tu as une entente entre la fédération et les clubs de top 14, où on dit, voilà, il y a en gros un fonctionnement, un planning aménagé pour une quarantaine de joueurs. Ces joueurs-là vont jouer en club, mais ils vont pas se taper tous les matchs. Bien sûr. Parce que sinon, les mecs, ils arrivent sur les compétitions internationales, ils sont rincés, et puis ça sert strictement à rien. Donc, on leur aménage de l'entraînement, on leur aménage des temps de jeu en match, et on fait en sorte qu'ils puissent être bientôt tous ensemble à Marcoussis pour préparer le tournoi, s'entraîner, parce que le rugby est un sport quand même, outre l'improvisation ou ce qu'on peut voir sur le terrain, est quand même un sport de répétition. C'est-à-dire que quand tu envoies des combinaisons en touche, en mêlée, dans l'évolution du jeu, tout ça, c'est du travail qui est répété, surrépété, et qui est aussi adapté par rapport à ton adversaire. Comme du rugby, c'est pas forcément aller taper dans un mur. Jouer au rugby, c'est prendre des intervalles pour déstabiliser la défense adverse et aller marquer plus facilement. Une équipe qui le fait très bien, c'est les Blacks. Quand tu les regardes jouer, et pas quand tu es sur la latérale, quand tu es dans un virage, tu te mets en hauteur, tu regardes jouer les Blacks, ça va toujours jouer là où il y a moins de monde. Forcément, c'est plus facile. Voilà. Donc le jeu de rugby, outre le contact, le combat, c'est quand même déstabiliser l'adversaire pour aller marquer l'essai. Voilà. Donc aujourd'hui, ce que fait Galtier, et là où on a souffert, notamment sur la génération de Guirado quand il était capitaine, à cette époque-là, la seule chose qu'on faisait, c'était on prenait le ballon et tapait dans le mur. Bon, on leur dit, oh les gars, on va arrêter de taper dans le mur, on va essayer d'éviter le mur. On va essayer de le contourner, on va essayer de le déstabiliser. Et forcément, tout devient beaucoup plus facile. Et effectivement, on peut rendre... on peut tirer un coup de chapeau à Galtier là-dessus. C'est-à-dire qu'il a su quand même rendre un peu le French flair Bien sûr. à l'équipe de France. Oui. C'est-à-dire un jeu où on improvise, où on est capable de déstabiliser n'importe quelle défense à n'importe quel moment. Et on est peut-être même au monde les joueurs les plus imprévisibles quand on commence à jouer comme ça. Les Blacks nous craignent pour ça. Ah ben oui. Maintenant qu'on vous a fait un petit cours sur le rugby, les amis, tu as certainement des résultats à nous donner, mon cher. Oui, qu'est-ce que tu vas nous donner Oui, ce parce soir? que nous, au rugby à Noël, c'est Boxing Day. D'accord. On a les bûches sur le terrain et sur la table. D'accord. Voilà. Donc, effectivement, il y a eu du championnat en top 14 qui a joué sur les week-ends. Et sur le dernier week-end, on a eu quelques belles parties. Alors, de la surprise aussi, effectivement. Un Stade Français qui, une fois de plus, déçoit énormément à domicile en prenant une pile contre l'Union Bordeaux-Bègles. On a eu un beau match de Toulon qui a répondu au Racing en gagnant, certes, avec la manière, sauf qu'au Racing, y a notre ami, le numéro 9, qui s'appelle... c'est votre ami au Racing? Oui. Enfin, le numéro 9 qui a marqué quand même 2 essais d'interception et qui a mis en difficulté, je dirais, l'impérialisme toulonnais à Mayol. Voilà, on a eu de belles parties. Castres qui s'est défait de Pau sur 24 à 19 le score. La Rochelle qui a battu le Stade Toulousain dans un match... irrespirable. C'est une répétition de plusieurs finales. Ça. Exactement. Toulouse avait envoyé une équipe très remaniée. Hein. Oui. Et voilà, oui, c'est de toute façon. C'est ce que j'ai lu. C'est la seule chose que j'ai lue, c'est ma seule intervention de la chronique. D'ailleurs, je crois qu'il y a. Mais j'avais lu ça, fallait que je le place quand même. C'est Dupont avec les Coupes d'Europe et avec le tournoi destination. Dupont va pratiquement plus jouer en top 14 jusqu'à nouvel ordre. Ça va être compliqué pour lui. Parce que justement, il faut mais voilà, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Tu suis le rugby? J'ai regardé là, Toulouse qui a gagné, ils étaient ex-aequo et ils perdent sur le fil. Voilà. Oui, mais il fait partie de ces 40 joueurs qui ont des horaires, des temps de match et des calendriers. Après, aménagés. quand on voit l'engagement qu'il y a dans ces matchs de rugby, on peut comprendre que le mec ne peut pas tout faire. C'est pas possible. Et il y a eu une époque où justement les meilleurs joueurs jouaient tous les matchs de championnat. Et ils arrivaient en équipe de France, ils étaient sur la corde à linge, ils étaient cramés, ils n'en pouvaient plus. Et ils se faisaient démonter par les autres sélections où justement il y avait moins de matchs.
Parce que j'ai Plus de l'impression, prépa excuse-moi de te physique, plus de couper, jeux ensemble. j'ai l'impression quand même que de plus en plus au rugby, on voit vraiment des blessures violentes qu'on voyait moins avant. Ça a toujours été un sport très très viril, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y en a un qui se tape, il est sur le carreau pour 8 mois. Quoi. Mais Thierry, quand tu vois arriver des mecs lancer pleine balle qui font 2 mètres 130 kilos, Ouais, tu mais prends un ça autobus fait dans mal, la quoi. gueule. Je te le dis, moi. Ils étaient lancés plein de balles aussi à l'époque, si tu veux, mais j'avais l'impression que les blessures étaient moins récurrentes. Moi, c'est une impression. Les hein. résultats. Je fais ça parce que Thierry, il te coupe toutes les 30 secondes. On va Non, pas y mais c'est arriver. vrai. Ce qui est impressionnant en rugby, là, pour le regarder, c'est, comme vous disiez, là, c'est des Golgoth qui font 120 kilos 2 mètres et qui courent à une vitesse. Je veux dire, avant. Mais parce que c'est des c'est de la athlètes muscu, qui c'est de la sont musculation. hyper préparés. Mais là, Ouais. j'ai l'impression que c'est plus musclé peut-être qu'il y a 20-30 ans, non? Ah, mais attends, mais Mais c'est pour ça qu'ils quand font tu prends tout la ça. génération Voilà. dont on est en train de parler, le rugby gigot haricot, les mecs. Non, mais attends, mais c'est ça. Les mecs, ils avaient leur boulot la semaine, Oui, voilà. s'entraînaient 3 fois par semaine. Bon, après, c'est des bons vivants. Oui, voilà. Donc, ils se lâchaient sur la Mais c'était fourchette et déjà pas pro. compagnie. Bon, C'était pas après, pro. C'était pas pro déjà à l'époque. non, c'était Voilà, du c'est rugby ça. amateur. Voilà. Aujourd'hui, Mais c'est je veux pro. dire, en termes de préparation et de suivi, ça n'avait strictement Oui, rien c'est à un peu voir. incomparable, là. On leur enlève pas leur talent, Bien sûr. mais Tu vois, ça aujourd'hui, revient à ce qu'il disait tout à l'heure, Mathias, c'est qu'il y a un suivi derrière, Bien physique, sûr. Ah bah oui. psychologique. Ah bah ouais, Donc maintenant, c'est des entraînement, machines, quoi. pareil, ils ont des stats. Ils ont des Ah, stats t'es obligé. Ah bah, de toute physiques. façon, dans ils tous ont les tout sports un pro truc. maintenant. Ouais, ce que j'ai vu T'as des aussi, datas, c'est Des datas, ouais. ils font beaucoup ça. Ils font beaucoup aussi de quand ils font les prépas physiques, ils font beaucoup par exemple, ils font du cardio et en même temps ils font un truc mental en même temps. Mais Ils attends, font cardio Ils ont et des mental en t-shirts, même ils temps, ont des ouais. maillots avec du data. Oui, C'est-à-dire bien que les sûr, bien maillots, sûr. ça- Ah, mais alors, tout si, maintenant. si tu regardes un match de top 14, tous les joueurs ont un maillot avec une puce dans le dos. C'est ça, ouais. tout à fait. Ils savent combien de Cette kilomètres ils puce- courent, tout. Cette puce donne toute la data au staff. Aujourd'hui, un staff de rugby, tu as facilement une dizaine de personnes, Ouais, en direct Donc, en plus. Hein. Putain, dont incroyable. Tu mens plus. 2 Ouais. Tu peux pas mentir. qui sont sur ordinateur, qui suivent tout, et après qui donnent les informations aux mecs de la mêlée, aux mecs de la touche, aux mecs Oui, hein. qui gèrent les avants, aux mecs qui gèrent les arrières. Et celui qui arrive, qui a rien foutu pendant le match, il arrive, toi, ce soir, t'es privé de dessert. Aujourd'hui, un staff de top 14, c'est presque une équipe entière. Quoi. Ouais. Maxime, il a mis le réveil en Thaïlande, il vient d'arriver, je crois. Il a D'accord, mis le ok. réveil. Je finis juste Ok. sur les résultats. Alors, un petit coucou. Vas-y. Montpellier qui se refait la cerise. Hein, ça fait quelques journées qu'on voit les Montpelliérains avec du baume au cœur, du jeu et des résultats, puisqu'ils sont en train d'intégrer petit à petit les qualifs pour les 7-8 clubs qui joueront la Champions Cup la saison suivante. Donc Montpellier en forme. Lyon qui gagne contre Perpignan de peu. Les Lyonnais, ils ont fait un beau début de saison. Là maintenant, ça marque un peu plus le pas. Et enfin, on va parler des Vantais qui perdent, qui viennent mourir à 1 point de Clermont à la maison à la Rabine. Super match à regarder. Des Vantais qui ont un cœur gros comme ça, à tel point que Urios s'est fendu d'un commentaire en disant « Ce soir, on a joué une équipe de possédés. » Voilà. Donc, espérons que les Vantais vont continuer à honorer ce championnat, même en étant dernier. Ouais, puis c'est pas facile Et pour eux hein, de puis, monter quand même avec tout le on leur gratin, souhaite hein. des victoires. Pas de Pro D2. Moi, j'allais dire juste Nice. Si quand la même. Pro D2, alors Nice Comment ça va, qui a joué contre Grenoble avant Noël, qui en a pris 49. Alors, C'est dur pour Nice, hein. bon, Ouais, alors, ouais. c'est dur pour Nice. On l'a dit depuis le début, c'est une saison de centimètres. Sachant qu'il y a 2-3 joueurs qui sont en train d'arriver de top 14, qui veulent du temps de jeu, qui peuvent apporter de la densité physique et de l'expérience. J'espère vivement que les Niçois vont pouvoir essayer d'enchaîner 2-3 victoires. Ils ne sont pas décrochés complètement au niveau du classement, mais là, ils ont vraiment besoin d'engranger parce que D'accord. sinon, ça pourrait devenir trop compliqué. Voilà. C'est tout pour le rugby, mon cher. Tu nous as tout donné. Ouais, c'est bon. Alors, un petit coucou à Maxime Brandimart qui est en Thaïlande. Je ne sais pas quelle heure il est en Thaïlande, si vous pouvez regarder, mais apparemment, il nous a rejoint. Il est en train de regarder. Mon cher Maxime, Au moins 2 heures du matin. on a parlé de toi tout à l'heure. 3-4 heures, il doit y avoir. Ouais, donc je sais pas. Alors, mets-nous un message de Maxime, s'il te plaît. Si Rakib il commence à avoir quelques bleus, Marc, les blacks, ça va être dur de les voir, mais si Rakib il commence à avoir quelques bleus, parce que là-bas, ça compte. Là-bas, ils sont pas là que pour rigoler. Ouais, ils sont tout petits, mais ils tapent fort. Hein. Comme on dit, ils enfilent pas des perles. Exactement. Voilà. Donc Salut, Maxime, Max. un petit Max qui était avec nous ce soir. En tout cas pour lui, oui, il doit être très tard, effectivement. On enchaîne. Vous avez juste le temps de passer un jogging. C'est maintenant 100% sport.
Allez, on va aller passer rapidement sur le tennis, le Dakar et le Vendée Globe. Le tennis, mention spéciale au Français Alexandre Muller, je ne sais même pas d'où il sort. Le seul joueur à jouer contre 2 adversaires en même temps. Alors j'explique, parce que là, je crois que j'ai perdu la moitié de la salle. Là. Donc voilà, j'ai appris ça, j'étais pas du tout au courant. Alexandre Muller, c'est un jeune tennisman français qui commence un petit peu à monter, mais qui est atteint depuis très très longtemps de la maladie de Crohn. Oui. Qui est quand même quelque chose. Alors, je ne savais même pas que pour un sportif c'était possible d'avoir la maladie de Crohn et d'aller se balader sur les cours de tennis. C'est-à-dire qu'en fait il a des problèmes gastriques et de tubes digestifs qui peuvent lui occasionner ce que vous imaginez. Donc c'est très très compliqué d'arriver à gérer ça. Et apparemment, il lutte contre ses démons intérieurs. C'est pour ça que je dis qu'il joue contre 2 adversaires. Il a celui qui est devant lui de l'autre côté du filet. Et puis il a son propre ventre à lui qui le ménage pas. Et malgré tout ça, il vient quand même de gagner le tournoi de Hong Kong contre Kei Nishikori, qui était quand même à une époque un japonais qui était quand même assez présent sur le circuit. Donc je voulais lui rendre hommage au moins, parce que bon, on parle pas souvent du tennis français, mais quand on a des jeunes, parce qu'il est quand même encore jeune, Alexandre Muller, et qui prouve quand même des qualités mentales, outre les qualités physiques qu'il a. Enfin bon, moi je voulais mettre ça à l'honneur parce que c'est quand même assez rare pour être souligné. La maladie de Crohn est une sacrée chienlit. Hein, sauf de ma part, sa première victoire en ATP. En plus, oui, voilà. tout à fait. Pour l'instant, bon, c'était un joueur un petit peu anonyme du circuit, mais là, on va peut-être le regarder un petit peu différemment, mais c'était justement intéressant de mettre à l'honneur, effectivement, que c'est pas un joueur comme les autres. Hélas, il aurait bien voulu être un joueur comme les autres. Parce que là, il monte dans le top 60, je crois qu'il est 57e. Voilà, il va commencer à arriver maintenant au niveau des meilleurs Français, parce que le tournoi de Hong Kong, c'est pas un petit tournoi non plus. Et puis, il a sorti quand même un type qui était une sacrée vedette, qui, bon, maintenant, il va un petit peu moins bien. Nishikori m'a fait à une époque, quand même, c'était quelqu'un, quoi. Alors, en parlant de pâtisserie, puisque tu parles de pâtisserie, quand tu montes sur une moto avant un Grand Prix, tu prévois un Grand Prix avant une course, tu prévois tout. Ça les fait rire, ils n'ont pas tout compris. Là, mais on parlait de pâtisserie là. On parlait de pâtisserie. Oui, il parlait de maladies, de problèmes gastriques. Ah pardon. Je résume, je suis resté soft. Il est parti sur les pâtisseries. Ouais. C'est-à-dire que tu prends tes dispositions à l'avance, c'est ça que si tu as envie que tu es sur la moto, comment tu fais? Il s'arrête pas. Alors c'est vrai, psychologiquement, il y a beaucoup de choses que tu oublies quand tu es en train de faire un sport de haut niveau. Ouais, même la douleur aussi, elle part vite. Ouais. Et après, il y a déjà eu par contre des plus en Formule 1 qu'en moto. Mais en Formule 1, il y a plus eu souvent où t'en as en fait, ils étaient obligés en fait de se faire dessus parce qu'ils pouvaient plus, quoi. Ok. Il y a eu beaucoup ça à un moment. En sport auto. En sport auto, il y a eu beaucoup ça. En général, dans la moto, on dit souvent, on fait le pipi de la peur, c'est-à-dire avant de prendre le départ, on va faire un petit passage. C'est le stress. Mais ça existe vraiment, ça n'existe pas. Moi, j'ai pas fait du sport à haut niveau, mais à une époque, je faisais de la natation. T'as pas fait du tir à l'arc? Non, c'est ma fille. Et je faisais de la natation, je te garantis que c'est vrai. Avant chaque compétition, j'ai nagé contre le prince Albert de Monaco, hein, qui était un petit peu plus âgé que moi, mais j'ai nagé contre lui. Tu l'as laissé gagner, j'espère. Non, j'étais pas dans le même relais que lui. Il était même pas dans le même bassin. Mais il m'est arrivé effectivement, comme Monaco, ils étaient très forts. Des fois, en fait, quand il prenait le relais, il était dans la même catégorie que moi parce qu'il nous mettait un tour d'avance. Ouais. Bref, c'est pour dire que effectivement, moi, en général, c'était radical. J'allais toujours aux toilettes, mais peut-être après la MotoGP, 5 minutes avant la course, il fallait que j'aille me soulager tout de suite. C'est moins long que la F1 parce qu'il y avait le stress. Il y a le stress. C'est quoi, une heure et demie, les Grands Prix, le Dakar, les amis, qui est parti. Même moins. Non, en MotoGP c'est 30 ouais, voilà. 30-40 alors qu'un Grand Prix peut durer alors qu'en F1 ça dure presque 2 heures. Ouais, voilà, donc c'est vrai que c'est un peu plus court. Ouais. Moi, ce qui m'épate, c'est pareil qu'en moto. Combien tu fais des pointes à combien le plus? Moi, avec ma moto, ce que j'ai pris le plus, c'est 227. 227. Quand tu arrives à 200 en bout de ligne droite et que tu tapes dans le frein pour pouvoir. On tape dans les freins. Jean-Luc, c'est trop bon. Je sais pas, j'ai jamais fait. Non, moi, le plus que j'ai été, c'est 130 km/h avec mon scooter sur l'autoroute. Donc, je peux pas te dire. Moi, quand je dépasse 50 avec mon scooter, je flippe comme une bête. Alors, 227. 227 km/h en bout de ligne droite, je suppose. Et après, quand tu prends un virage, tu dois écraser les freins, non? Comment ça se passe? Ça dépend quel type de virage, mais après, quand tu arrives à un virage, au niveau où tu es à 227. Par exemple, là où j'ai pris 227, le virage d'après, t'écrases pas vraiment le frein en fait. Tu le prends à combien? Tu restes, je pense, à 160, 180 dedans. Bah oui. C'est impressionnant. Mais il faut les voir rouler. Ils roulent en paquet. C'est ce que tu vois en moto 3 en mondial, c'est pareil. Eux, c'est diffusé sur une chaîne YouTube et sur les canaux aussi. Des fois, tu te demandes comment. Et c'est marrant parce que, et encore qu'à la télé, ça rend pas. T'as l'impression que ça va pas vite à la télé. Ça écrase. Quand tu es sur le circuit, que tu les vois arriver 4-5 de front et qu'il y a un virage, tu dis, mais il n'y en a aucun qui va passer. Et ils passent tous.
Et un coup je te double, un coup tu me doubles, c'est carénage contre carénage. C'est incroyable. Bravo. Le Dakar, du coup, on reste dans les sports mécaniques. Le Dakar 2025 avec Sébastien Loeb, c'est pas la Watt qu'il préfère, c'est la Poisse. Il est poissard le garçon. Il est poissard, il commence à en avoir sérieusement marre. Alors j'ai fait un petit jeu de mots parce que Sébastien Loeb avec Caroline Loeb qui chantait C'est la Watt à l'époque, tu te rappelles? D'accord. Moi j'essaie toujours d'en sortir une, c'est Noël, on a passé Noël maintenant. Donc Sébastien Loeb, effectivement. Il est poissard le garçon. Parce que, alors là, il a claqué les 3 ventilateurs. Donc la voiture, elle est montée à plus de 130 degrés. Donc il n'arrivait plus à monter les dunes. Donc ils ont essayé de bricoler, etc. Il y avait même une amie, une concurrente, mais qui est amie parce qu'ils se connaissent tous, qui s'est arrêtée pour lui porter secours. Mais comme finalement ils arrivaient à rien trouver, il a dit écoute, vas-y, parce que je ne vais pas te faire perdre ton temps. Il a quand même perdu 33 minutes dans l'histoire. Donc il a réussi à faire repartir un ventilateur pour passer la première dune. Mais tu passes une dune, tu descends, puis il y en a une autre derrière. Et effectivement, donc il a les 3 ventilateurs qu'on lâchait, la bagnole allait monter à plus de 160 degrés, c'est un truc de fou. En fait, il montait la première dune, il expliquait au début, il était redescendu de la première et il pouvait plus remonter la deuxième. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est il s'arrêtait en haut pour que le ventilateur il refroidisse, pour faire refroidir le moteur et après il remonte. Et il a eu la chance que son coéquipier, donc, qui est un peu MacGyver, en devenir, a réussi à bricoler de fortune quelque chose pour faire partir un ventilateur. Et il a dit j'ai rien compris ensuite, puisque le deuxième s'est mis à partir aussi. Le troisième a remarché, il a fini la course, manque de bol. Il a perdu 33 minutes dès la deuxième étape, ça fait chier quand même. Déjà l'année dernière, c'était pas top aussi. Il arrive pas. C'est pas pour lui qui retourne à la retraite ou alors. C'est compliqué. C'est pas pour lui le Dakar. Voilà, je voulais juste le mettre à l'honneur aussi parce que ça a quand même été un immense champion de. Et là, franchement, sur le Dakar, le pauvre, il a vraiment pas de bol. À chaque fois, il en arrive une, quoi. Même quand il est en tête. Après, c'est que le début. Oui, ils peuvent revenir. Sainz a perdu deux fois ce temps-là aussi derrière. Le sport auto, ça te dirait un petit peu d'aller tester un petit. Oui, pardon. Loeb, comme l'autre champion français, ce sont tous les deux des champions qui sont sortis des sélections rallye jeunesse qui sont organisées par la Fédé française. Ça existe en moto, ça? Une Fédé française. C'est-à-dire que une fois par an, ils accueillent un certain nombre de candidats et à peu près 200 candidats. Ils leur font faire des tests et selon les prestations, ils peuvent les intégrer dans le championnat de rallye. Est-ce que ça peut arriver en moto, ça? Alors, en France, dans la fédération française, malheureusement, pour nous, en vitesse, je ne sais pas pour le cross, etc., mais pour nous, en vitesse, ils ne le font pas. Par contre, il y a un championnat en fait, qui fait ça, où d'abord, il faut que tu fasses un dossier de ton palmarès et tout. Et après, donc, ce championnat, il s'appelle la Red Bull Rookies Cup. Donc c'est quelque chose qui est sponsorisé du coup par Red Bull. Et KTM, voilà. Et c'est un très gros promoteur pour aller vraiment en mondial. Et oui, on fait du coup, il y a d'abord le dossier. Il y a, je pense, 20 000 personnes qui font les dossiers. Sur les 20 000, il y en a que 200 qui sont pris pour faire les tests. Moi, j'ai eu la chance de cette année de pouvoir faire les tests. Et après, dans les 200, il y en a à peu près une dizaine qui sont prêts pour aller faire ce championnat. Et cette année, un pote à moi a eu la chance de pouvoir être sélectionné pour pouvoir faire le championnat cette année. Qui a été le seul Français retenu, puisqu'ils étaient 8 au final à être retenus. Après, au niveau de la fédération, là, ils mettent en place justement, ils œuvrent justement pour pouvoir faire la détection, parce que comme vous avez dû le constater, en Moto 3, on n'a pas de pilote français. En Moto 2, on est en difficulté. On a les pilotes en Moto GP par Zarco et Quartararo. Donc la fédération, ils ont ce qu'on appelle le collectif, c'est-à-dire que dans la catégorie mini GP dans laquelle Mathias a été champion en 2021, c'est-à-dire les petits trous, les 12 ou 10 pouces, là il y a une sélection qui est faite, si vous voulez, par rapport à des résultats, puisqu'il y a des personnes qui sont détachées par les fédérations pour aller les pister sur les différents circuits, les différents championnats. Et au terme de cette saison-là, ils détectent entre 8 et 12 jeunes pilotes dans la catégorie mini OGP, donc c'est on va dire les 10, 11, 12 ans. Et après, puisque Mathias en a fait partie pendant plus d'1 an et demi de ce collectif-là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, effectivement, justement dans la catégorie supérieure, c'est la catégorie OGP, donc c'est les 17 pouces, pour pouvoir après les accompagner. Donc là, il y a des coachs comme Alexis Masbou, qui est un ancien pilote de Moto 3, qui fait partie de ce staff, avec Jean Daubrechon, donc, qui est le team manager de Mathias, mais qui est prestataire externe pour la fédération. Et chacun, donc un, il a les petits, en petits trous, et l'autre, il a les 17 pouces. Et là-dessus, plus après, il y a 3 pilotes de l'équipe de France, puisque Mathias avait roulé au terme de son premier titre en 2022, quand il a fait le championnat FSBK. Il a été invité par la fédération pour faire 2 wildcards en ETC, et c'est comme ça qu'on a connu ce championnat.
Et puisque Mathias voulait évoluer un cran au-dessus, c'était le championnat qui nous permettait justement de pouvoir se faire remarquer pour pouvoir peut-être un jour accéder à la MotoGP. Tout à l'heure, on parlait d'études. Il n'existe pas sport-études il ne peut pas rentrer un sport-études On aimerait que ça existe, si vous voulez. On a le sport-études dans le basket, dans le football, dans le tennis, dans le ping-pong, dans le rugby, mais malheureusement, non. Donc c'est pour ça que Mathias, nous, on a fait un choix avec sa maman, c'est de ne pas le déscolariser. Alors comme il disait, c'est vrai qu'il y a d'autres gamins, que ce soit pour des raisons financières ou autres, qui ont peut-être la capacité ou que les parents prennent le risque de déscolariser les jeunes. Donc c'est sûr, quand tu te bats contre des concurrents directs qui roulent 3 à 5 fois par semaine, ça peut faire la différence. Et que toi tu roules une fois le week-end ou le mercredi, donc c'est pour ça que dans le budget, les entraînements sont onéreux, puisque Mathias part en stage en Espagne, et un stage, à savoir pour partir rouler une semaine, ça nous coûte 3 000 €. Sachant que la moto est déjà là-bas, et c'est des motos qui sont... Dans les 3 000 €, t'imagines 3 000 € la semaine. Donc, dans les 3 000 €, il y a tout qui est prêté. C'est-à-dire, il y a la moto, après il y a le logement, la nourriture. Il n'y a pas de sport-études parce que ça coûte trop cher. Non, parce que c'est difficile. Parce que si vous voulez, c'est un sport qui est délicat, comme la voiture. Aujourd'hui, il y a un sport-études qui est en train de se mettre en place à Belmont-sur-Anse, près de la frontière, près de Perpignan, où c'est une école, c'est un collège, où justement ils sont en train de mettre en place pour les jeunes un pseudo-sport-études moto. Après, si vous voulez, c'est quand même délicat parce que dans la moto, il vous faut des mécaniciens, il vous faut du matériel, il vous faut des coachs, c'est pas il vous faut des préparateurs. C'est pas comme un rugby ou le football où vous avez des éducateurs, tu vas à l'école apprendre à écrire et à compter, et après, derrière, on t'apprend les tactiques, ou si vous voulez, il vous faut un staff moindre, et puis surtout, c'est beaucoup moins onéreux. Aujourd'hui, je veux dire... Non, puis le staff d'une équipe de rugby ou de foot, c'est pour plusieurs personnes à la fois. C'est pour un collectif. Là, c'est individualisé, parce que chaque pilote est différent. Chaque pilote a un gabarit différent, a des cylindrées, des motos différentes. Nous, on a trop ça se diversifie trop au niveau de la moto, parce qu'il y a du 125, du 150, du 500, du 300. Il y a trop de catégories. Donc après, c'est vrai que c'est des cas, mais c'est vrai que ce serait bien que l'éducation nationale et notre fédération puissent travailler main dans la main pour pouvoir créer justement, après, comme vous le disiez, une sélection qui permettrait justement à l'élite français, puisqu'il y a des gens qui sont compétents pour faire une détection, de sélectionner peut-être 30 ou 50 gamins, tout en parallèle ouvrant une scolarité, et de permettre à des enfants d'avoir un diplôme à la sortie, plus faire leur sport. D'accord. Allez, basket. Vous avez juste le temps de passer un jogging. C'est maintenant 100% sport. Et basket Monaco, bien sûr, on parle que de Monaco en basket. C'est local. Voilà, effectivement. Ouais, et puis on est un peu chauvin pour si la révélation de cette année à Monaco s'appelait tout simplement Vassilis Panoulis. Alors, je précise, j'avais déjà presque fait le même titre. Il y a 3 semaines de ça. Je persiste et je signe. Je l'avais dit depuis très très longtemps que pour moi le gros problème de l'équipe de la Roca Team c'était le coach. Et là, écoutez les gars, on est obligé quand même de se rendre à l'évidence. À un moment donné, cette équipe fait plaisir à voir jouer. C'est-à-dire qu'il a réussi à sensibiliser tout le monde. Il se fout complètement des statistiques personnelles, il l'a dit. Et il a annoncé à tout le monde, il a fait une grande réunion avec tout le monde. Il m'a téléphoné personnellement, donc c'est pour ça que je l'ai dit. Et effectivement, on est en train de s'apercevoir que dans cette équipe, tout le monde a sa chance maintenant. On a perdu Diallo qui est blessé pour un moment, il était en pleine bourre et tout. Il nous a ressorti du chapeau Tarpé qui ne jouait jamais sous Obradovic et qui est actuellement le meilleur contreur de l'Euroleague. Ni plus ni moins, quoi. Je veux dire, c'est juste hallucinant. Il a réussi à sensibiliser tout le monde. On a récupéré enfin Calates, qui a 37 ans et était sur la touche depuis un bon petit moment, et qui là donc est revenu de sa blessure au genou, et Calates, qui n'est pas un gros marqueur, ça n'a jamais été un gros marqueur, mais alors quel distributeur de balles. Il fait des passes à l'aveugle qui sont juste incroyables. Contre Chalon, alors vous allez me dire c'était Chalon, mais enfin bon, on avait pris une tôle contre Le Mans avec Obradovic. Contre Chalon, on est parti, le temps qu'on se mette dans le jeu, etc. Pendant le premier quart-temps, c'était pas terrible. À l'arrivée, on finit avec plus de 25 points d'avance. On a dépassé chaque match, on est entre 90 points et plus de 100 points. Tout le monde marque dans cette équipe. C'est hallucinant. T'es content d'aller voir les matchs à Monaco? Je suis content, je suis ravi. Monaco est en tête de l'Euroleague et franchement, s'ils continuent à jouer comme ça, ils ont personne à craindre. Et en Betclic, ils en sont où? Alors en Betclic, ils gravitent un petit peu, ils sont 4e parce qu'effectivement, vous savez que la fédération. Betclic, c'est championnat français. Ils 8e du playoff. Ils ont fait le maximum pour leur casser les reins en leur donnant une victoire. En plus, il vaut mieux que tu finisses pas le dernier par rapport au droit d'image de Mike James, c'est-à-dire qu'ils n'avaient rien à voir au niveau sportif, mais bon, ils les ont saqués, ils leur ont filé une victoire en moins d'entrée, plus une amende assez costaud, c'est Monaco, donc il faut bien. Et puis, bien entendu, un arbitrage dont on le dira jamais assez. À la Ben O'Keefe. Toujours sur. Ah ben oui, non, à l'italienne. Monaco
Monaco, quand ils viennent sur le parquet, actuellement, vous n'avez qu'à regarder les matchs de basket. Et c'est marrant. Je le dis, et que quelqu'un me contredise tout de suite, même sur Internet, s'ils le veulent, mais je veux dire, l'arbitrage au niveau européen, au niveau français, est pro-parisien à mort. Ça crève les yeux, c'est impressionnant. Ils veulent faire gagner Paris. Hein. Le championnat de France, je vous le dis. Il est Marseillais. Il y a du foot aussi dans l'histoire. Oui, Marseillais. supporter Marseille, ouais. Mais comme moi, mais. Non, mais c'est. Non, mais par contre, il y a un truc, moi, c'est vrai que les Monégasques, en tout cas tous les sports Monaco, ils sont toujours en train de dire que c'est l'arbitrage. Mais dans tous les sports, c'est incroyable. Il dit dans tous les sports comme si on parlait de Monaco en plus dans tous les sports mondiaux, tu sais. Alors qu'il n'y a qu'au basket et au foot, quoi. Après, Monaco n'est pas dans d'autres sports. On a un petit Cela dit, on en parlera tout à l'heure sur le football. Il y a eu un match où ils ont été quand même grandement avantagés parce que franchement, il s'est passé un truc, on en reparlera tout à l'heure. Ok. Voilà, basket en tout cas, Monaco. Voilà, donc moi je dis bravo Spanoulis, je sais pas où on va aller, mais sincèrement, l'équipe fait plaisir à voir. Ils vont perdre des matchs, hein, c'est sûr. Hein. Mais s'ils continuent à jouer comme ça, il n'y a rien à dire parce que même quand on perd, on est bon. Mais donc le basket, c'est un sport collectif. Hein, le basket est un sport collectif, donc, absolument, visiblement. Bien sûr. Mais c'est-à-dire c'est un sport collectif qui est fait d'individualité. Ah pour moi, c'est le sport collectif le plus individuel. Voilà, et Monaco... Et Monaco, ce que je voulais dire surtout, c'est important, je pense que Nathalie, tu regardes aussi les matchs beaucoup, mais c'est que vraiment, il y a un jeu d'équipe, la balle circule beaucoup mieux et on arrive à marquer un paquet de paniers très facile, et ce qui fait que tout le monde participe à la fête. On n'a plus de Mike James à 25 points. Hier, il en a mis 21. D'accord, ok, mais je veux dire, tout le monde marque. Corneli a planté 12 points hier, enfin je veux dire, tout le monde marque. Et c'est exceptionnel parce que vraiment il a remobilisé complètement l'équipe. Et moi je dis bravo parce que l'équipe de Monaco est bonne, comme beaucoup d'ailleurs. Hein, mais si on continue à jouer comme ça, franchement, je mets un petit billet sur une victoire en Euroleague. C'est possible, c'est possible. Allez, on verra contre Barcelone jeudi, mais on verra contre Barcelone jeudi. Voilà. Vous êtes sur Radio Fréquence Méditerranée et c'est 100% sport. On a un petit coucou de Maxime qui vient de nous mettre un message, une bise les amis. Donc c'est ça, tu vois, c'est ça qui est beau. Grâce au web, grâce au réseau, on nous écoute de Thaïlande. Si mon grand-père était encore en vie. Ouais. Avec ce qu'on fait avec l'internet maintenant, t'imagines. Tu te rends compte un petit peu aujourd'hui, c'est incroyable. Donc on nous a souvent écouté d'Afrique. Des fois, il y en a des gens qui nous mettent des messages du Canada régulièrement. Le seul qui n'a pas écouté, c'est dommage, c'est Ben O'Keefe parce que ça lui aurait fait du bien d'écouter notre émission. Hein, à l'époque de sa splendeur. On va l'inviter. On va faire une émission que pour toi. Alors, je vais lui envoyer un message. Je voudrais préciser à Franck, si t'es pas au courant, Ben O'Keefe, c'était l'arbitre donc d'origine néo-zélandaise qui s'était révélé par un arbitrage absolument scandaleux contre la France en Coupe du Monde, contre l'Afrique du Sud, tu sais, où il n'a jamais eu recours à la vidéo et que c'est bien, on a perdu d'un point alors qu'on aurait dû gagner. Enfin, bref. Oui, il n'y a pas si longtemps que ça. L'ennemi public numéro 1. Voilà, en tout cas, c'est pas ton. Je l'aime beaucoup. Numéro 1 de Thierry. Oui. De Thierry, bien sûr. Une photo dans sa chambre et tout. Et je l'ai dit à la première occasion, à chaque fois que je peux lui glisser une savonnette, je le ferai. Allez, avant de terminer avec le foot, on va faire un petit tour sur le Vendée Globe. Premier à franchir l'équateur, c'est Charlie Dalin qui creuse un tout petit peu l'écart. Oui. Il est toujours là avec Johan Richomme qui est derrière. Les héros de 2024 sont encore là. Cette année, pour 2025, mais c'est serré quand même. Mais là, il commence un petit peu à faire le trou. Ça devrait jouer entre les deux en tout cas. Voilà, je pense qu'ils sont bien partis pour s'expliquer jusqu'au bout s'ils n'ont pas une avarie là où on en est à 2 mois, je crois, c'est ça? À peu près. C'est parti. Oui, on n'est pas loin des 2 mois. Alors, c'est le Vendée Globe, c'est le tour du monde, d'accord avec moi. Ils viennent de passer l'équateur là. Donc, ils le font en combien de temps normalement? Parce qu'avant, c'était 80 jours avec Jules Verne. Près à la moitié là, ils vont passer la moitié. Non, plus de la moitié. Ils sont là, ils vont remonter l'Atlantique là. D'accord, ils vont plus vite que celui de Jules Verne. Certainement, oui. D'accord. Je pense que maintenant, oui. C'est des Formule 1 qu'ils ont. C'est vrai. Quand tu vois les bateaux. Les vidéos, ça fait même peur des fois. Même les dauphins, ils peuvent pas suivre. C'est ça, mais ils touchent même pas l'eau. Ah, mais il y a des vidéos qui font peur, vraiment. Tu te dis comment ils font, les mecs. C'est beau la technologie. Formule 1 de la mer. C'est ça, exactement. Donc, chapeau à eux, quand même. On le dira à chaque fois, mais. C'est quand même des grands monsieur. Et des grandes dames. Et des grandes dames, tout à fait. Effectivement. Allez, on parle football? Allez, daille un petit peu. Monaco. J'en peux plus. Monaco. Un jour, je vais démissionner. Chez toi, il fait toujours chaud. Il est content. Qui chante? C'est Jeff Tuche. Monaco qui, on disait tout à l'heure, malheureusement, qui a perdu, mon cher... ce match ne sert à rien. Voilà, je suis d'accord avec toi. Je prends même pas ce match, moi. Voilà. Pour vous dire, pourtant, j'en rate pas beaucoup. À la mi-temps, j'ai arrêté parce que. En plus, il a été joué là-bas ou à délocalisé. C'est bizarre à Doha, c'est bizarre. C'est bizarre, franchement.
Donc c'est un match à domicile pour Paris, quoi, quasiment. C'est des matchs Et inutiles. puis ils ont perdu quoi dans les arrêts. Il n'y a pas assez de matchs matchs aujourd'hui, donc ils ont raison d'en rajouter des comme ça, franchement. Ouais, ils sont 13e, 92e. 13e trophée des champions pour Paris quand même. Hein. Alors ici autour de la table, tu as supporter de Monaco, supporter de Marseille, supporter de Marseille, supporter de Nice. C'est ça? Ouais. Et toi au football, t'aimes bien? Moi j'ai pas de club spécifique. Moi je regarde un peu tout. Moi, okay. Tu connais, il nous suit depuis tout à l'heure, c'est Clément T-Max Performance. Oui, c'est lui. Il en a parlé tout à l'heure. Il en a parlé. Voilà, mais il est là, il nous regarde encore, il est revenu. Il a dû voir que l'émission n'est pas terminée, il est revenu. Clément, c'est une personne qui accompagne Mathias aussi, qui lui fait pas des réels, mais qui fait toutes les affiches de Mathias pour annoncer quand Mathias est sur un déplacement avec le programme, etc. Voilà. Donc qui travaille aussi avec Aloisi de Roux, tout à fait. C'est pratiquement mon graphiste. Salut Clément. Ok, un petit coucou, il est avec nous à nouveau. Football, le championnat a repris. Oui. Le championnat se resserre, je trouve, de plus en plus. Même parce que quand tu prends jusqu'à la 6-7e place, il n'y a pas énormément de place. En tout cas, bien revenu, Lyon est bien revenu, Lille est bien revenu. Paris 7 Nice, points. ils ont fait un beau match. Oui, Nice est bien revenu. 3-2 contre Rennes, franchement. C'était un beau match où j'étais d'ailleurs. C'était engagé. T'étais invité là-bas ou tu payes ton billet quand il va? Non, moi je suis abonné. S'il doit payer, il y va pas. C'était dans le COP alors. C'était contre Rennes, hein, c'est ça? Je suis pas loin du COP, effectivement. Mais contre Rennes, non, c'était un beau match, engagé, des buts. Ouais, 3-2. Et puis plaisant, du début jusqu'à la fin. Ouais, c'était un effectivement. Bon match. Il y a Francaise, l'entraîneur de Nice qui s'est plaint de l'état de la pelouse, qui était dramatique. Alors écoute, c'est simple, parce que quand tu assistais au match, tu voyais des parties de terrain où le ballon soulevait du sable. Voilà. Alors tu te dis, putain, t'es sur une pelouse de top 14. Oui, on a compris, JB. De Ligue 1. Et les mecs, quand ils courent, quand le ballon passe, t'as du sable qui se soulève, tu sais pas pourquoi. Et d'un stade qui est quand même assez récent, quoi. Tu vois, entre Marseille et Nice, il n'y a que 6 points. Hein. Entre Marseille 2e et après Paris 7 points devant, mais Nice avec 27 points, donc non, mais tout s'est resserré là. Ça s'est resserré parce que c'est 2 matchs 6 points, c'est alors, même Paris il n'y a que 7 points d'avance sur Marseille. Moi, si c'est possible, je voulais profiter de l'occasion pour rebondir un petit peu sur ce qu'on avait commencé. C'est possible, tu as commencé à le faire, donc tu peux y aller. On n'en a pas parlé à la dernière émission. Virgule sur Singo. Non. Non, on avait arrêté. Je sais pas, justement, je me demandais. Non, c'est parce que là, il faudrait quand même le dire. Je veux dire, il y a une étude qui est sortie où on a nommé donc Monsieur Le Texier comme meilleur arbitre du monde, hein, si je me trompe pas, j'ai bien entendu, meilleur arbitre mondial. On revient sur les arbitres. Le gars quand même. Alors, excusez-moi, hein, parce que moi, mais qui a fait l'étude, je peux savoir. Oui, c'est lui. Ben O'Keefe, sûrement. C'est Ben O'Keefe. Et donc, sérieusement, qui a fait cette étude? Je sais pas. Ah bon. Mais c'est pas ça que je voulais dire. À la limite, qu'il soit meilleur arbitre du monde, bon, tant mieux pour lui, c'est pas le problème. Mais nous avons un fait de jeu dans un match, il me semble que c'était Marseille-Paris Saint-Germain, rappelez-vous bien, où on a un expulsé marseillais. C'est pas parce que je suis pro-marseillais, ça n'a rien à voir. Mais moi, j'essaye d'être le plus factuel possible et de dire les choses en l'état. Où on a Amin Harit qui est donc dos. Enfin, il y a son gardien qui lui dégage, il amortit le ballon et il contrôle avec le pied en l'air. Il y a Marquinhos qui vient derrière, il ne le voit pas arriver. Et effectivement, en se tournant, il lui met le pied sur la poitrine. Le mec a une petite main, carton rouge direct. 5 minutes de jeu, il a plombé le match. Hein, terminé. Enfin, peut-être un petit peu plus de jeu, je ne dis pas 5 minutes. Écoute, Nice-Rennes vendredi soir, Rosario fait pas la même, mais pas loin. Il met le pied ici sur un Rennais qu'il n'a pas vu. Oui. Ça a été rouge direct, merci. Voilà. Alors explique-moi quand même le même. Jeu dangereux, c'est la règle. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas de problème avec ça. Mais le même monsieur Le Texier qui arbitre donc Monaco contre Paris Saint-Germain, c'était un petit peu avant Noël, n'est-ce pas? Où il y a malheureusement, on va bien sûr dire que c'est pas volontaire. Je crois que c'est Singo qui s'appelle. Oui, c'est pas du tout volontaire, mais voilà, il arrive. Mais excusez-moi, la cale qu'il a mis à Donnarumma, il a ouvert la tête en deux. Quand le type, il est obligé d'être opéré sur place même là, pour le recoudre. Et qu'est-ce qu'il a dit là? Alors qu'il a dit même deuxième jeune, quand il avait expulsé Harit, il avait parlé d'intégration physique. On avait attenté à l'intégration physique du garçon. S'il n'y a pas d'intégration physique là, moi, la VAR ne bronche pas. Excusez-moi, mais dites-moi qu'est-ce qui se passe, parce que là, au secours, je comprends plus. En fait, ce qui s'est passé là, c'est que Le Texier, il a tellement été blâmé. Après, il a tort. Hein, il a tellement été blâmé après Marseille-Paris. Qu'en fait, là, c'était au bout de 7 minutes aussi. Ben oui, mais bon. Et que du coup, il s'est dit, je vais pas niquer le match. Il a défiguré le gardien qui a été obligé de sortir du match et tout. Alors que Marquinhos, il n'est pas sorti. Hein. Mais moi, j'ai vu l'action. Moi, il fait pas exprès, le joueur. Mais non, heureusement, il finit en garde à vue s'il fait exprès. Tu rigoles. Non seulement il fait pas exprès, mais quand tu regardes. Il veut sauter par-dessus. Quand tu regardes cette action-là et quand tu regardes comment il le prend, je suis même étonné
qu'il n'y ait pas eu plus de séquelles que ça. Moi aussi. Ne serait-ce qu'au niveau du rachis. Putain, mais l'image est impressionnante. Quand tu vois l'arrêt sur image, franchement, je ne sais pas dans quel état il se trouve aujourd'hui, mais moi, à sa place, je redonne tout de suite mon titre de meilleur. Il a joué hier. Les amis, c'est un Parisien de moins. Cherchons pas un peu loin. Non, je voulais juste dire ça parce que c'est vrai qu'on critique souvent l'arbitrage, souvent en plus quand on est dans des équipes qu'on supporte, etc. Alors il y a toujours un peu de parti pris peut-être, mais là moi je n'ai rien contre Monaco parce que je sais très bien qu'il n'a pas fait exprès ce garçon. Mais je veux dire, si tu veux être cohérent dans tes décisions, il faut m'expliquer aujourd'hui comment le mec va pouvoir être cohérent, monsieur Le Texier, sur les prochaines décisions qu'il va prendre. Parce que pour moi c'est un peintre. Il n'y a plus aucune cohérence dans l'arbitrage au football. Et franchement que la VAR ne l'est même pas en disant excusez-moi mais je crois quand même qu'il s'est passé un truc là. C'est scandaleux. Alors au niveau du... Non, je voulais revenir au championnat. On avait annoncé au début de saison et je trouve qu'il y a une équipe qui est un peu, c'est compliqué pour en ce moment, c'est Brest. Oui. Très compliqué pour Brest. Alors ils sont très très bons en Champions League. Oui. Ouais, mais en championnat. Et en championnat, ils sont vraiment dedans. Très compliqué. Le Havre, Brest, ils sont au fond, ils sont tous en bas. Enfin, Brest, c'est vrai qu'à côté de ça, ils font quand même une saison incroyable en Ligue des Champions. C'est vrai que en championnat, Saint-Etienne gagne. Saint-Etienne vient de regagner, oui, tout à fait. Avec leur nouveau coach. Ça faisait longtemps. Oui, Combien ils sont pris 8-0 la dernière fois? Combien? Ils en ont pris il y a longtemps. Ils ont pris 8 à Nice, mais on avait 120 ans. Il fallait que ce soit Champagne. Oui. Ils en ont pris 5 en Coupe de France aussi contre Marseille. Ils ont eu 5, je crois pas. 5-0, ils ont perdu. Non, mais là, ils sont bien. C'est Montpellier qui va pas bien du tout aussi. Montpellier va pas bien du tout. Montpellier a fait un super match contre Lyon. Ils se sont vraiment sortis enfin, vous voyez l'expression que je veux dire. Et d'ailleurs, pareil, excusez-moi, moi j'ai regardé le match. J'ai regardé le match et il y a une action juste avant le but d'ailleurs, parce qu'on est pratiquement dans les arrêts de jeu, où il y a l'attaquant de Montpellier. Le mec, il lui tire le maillot dans la surface de réparation, pas de VAR, rien du tout. Le type, il tombe par terre et il regarde, il fait comme ça. Moi, je ne crois plus en cet arbitrage, c'est un scandale. Je crois que. Je crois qu'on devrait. Tu sais ce qu'on devrait faire pour s'amuser, on devrait faire une vidéo où on le fait aller arbitrer. Ouais. C'est ce que j'allais te dire. Je le connais pas, mais il faudrait lui enlever le maillot de joueur et lui dire va arbitrer. Non, moi je pense. Non, mais à mon avis, je pense que c'est un poste qui est très délicat d'être arbitre. C'est affreux. L'influence que les joueurs, la pression des clubs, le rôle que tu joues. Mais après, où je suis d'accord avec toi, c'est quand il y a une faute, il y a une faute. Je veux dire que ce soit un Marseille-Paris Saint-Germain ou même des matchs élites, qu'au bout de la deuxième minute, t'as un qui fait un tacle sauvage, il mérite carton rouge, au revoir, merci monsieur. Je veux dire, c'est pas parce que tu comptes. Alors c'est vrai que ça pourrit le match, que déjà tu commences à 10 contre 11 au bout de 5 minutes, mais c'est là. Moi, j'ai jamais critiqué le fait que Harit soit expulsé, parce que je trouve ça normal. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que tu n'aies pas pu expulser le Monégasque. Mais je n'ai rien contre ce Monégasque. Aucun match, tu peux pas. Et ce que je ne comprends encore moins, c'est ils font quoi les mecs qui sont à la VAR? Ils ont de la merde dans les yeux, c'est pas possible quand même. Le truc est bizarre. Il paraît qu'ils étaient à Fontvieille au McDo. Ah voilà. Ils buvaient des bières. Bon, quoi qu'il en soit, Marseille, Rabiot qui joue en attaque. Rabiot. Pas au milieu de terrain, vous avez vu? Ouais, il joue un peu à la position qu'il joue avec Deschamps en équipe de France. Ouais, effectivement, il monte en puissance quand même. Elle est cohérente cette équipe de Marseille. Et on annonce un renfort défense centrale. Luis Felipe. Qui a dû signer aujourd'hui, non, je crois. Apparemment devait signer aujourd'hui, oui, tout à fait. Ah, mais de toute façon, moi ça me fait plus rien, je te rassure. J'ai passé toute mon enfance contre ces mecs un peu light. Non, tu peux pas dire ça. Ou alors je peux vous mettre ça si vous voulez. Il y a une trop belle histoire, sans être forcément pro-marseillais. Je veux dire, moi, dans les années 90, quand j'étais étudiant, qu'on partait, on squeezait l'école pour aller au Vélodrome. Non, mais je suis pas Marseillais. Non, après, j'aime le sport. Après, Marseille m'a fait tellement vibrer quand j'étais jeune, de voir des Chris Waddle, des Basile Boli. Quand nous, on s'est chié, on était en Jean-Pierre Papin. Quand on était à Pierre-Marie-Curie à Menton, on se barrait, excusez-moi l'expression, pour aller au stade avec des Dos Santos qui ont fini par jouer au Vélodrome, puisque c'était un Mentonné, il était à l'école avec nous, Manu Dos Santos, Chouafni, toute l'équipe Sokoya, tout ça. Donc bon, c'est de trop belles histoires. Je veux dire, après, j'aime le sport. C'est vrai que Marseille m'a fait vibrer. J'ai beaucoup plus de respect pour des supporters comme vous, qui avez vécu la vraie histoire, mais après il y a une grande mode supporter de Marseille quand même. Oui, après c'est parce qu'on est dans le Midi. Ils ont gagné on est dans le Midi. Écoute, moi le premier club que j'ai vraiment supporté enfant, Saint-Etienne. Non, c'était Bordeaux. Ça a été vraiment le premier club. Ah, nous, c'était Saint-Etienne. C'était Bordeaux. Vous savez pourquoi Saint-Etienne? Parce qu'on a un Sospélois qui s'appelle Jean-François Daniel, qui a fait carrière à Saint-Etienne avec l'époque, et puis il nous faisait le plaisir de monter au village quand on faisait à l'époque les bons tournois de Six avec Castaneda, des choses comme ça. C'est un garçon adorable d'ailleurs. Quand vous êtes minot, vous avez 10-15 ans et que vous avez l'occasion, sportif de haut niveau, que de votre village de 3500 habitants, je peux vous dire que là, toujours intégré dans le sport pour Jean-François. Tu sais que Castaneda, le gardien de Saint-Etienne, s'est marié avec
la fille qui s'appelait Marie-Ange Petiot, qui était une copine de classe. J'étais en classe avec elle, donc c'est ma génération, 59. Et Castaneda s'est marié avec elle, parce qu'ils avaient un partenariat avec Garonner à l'époque. Garonner, c'était le recruteur de Saint-Etienne qui venait régulièrement ici. Il y a eu le petit oncle qui est parti à Saint-Etienne. Il y a Olive et Chouafny aussi qui a été. Alors pour terminer l'anecdote, mon frère qui était gardien de but à l'AS Monaco a les gants de Jean Castaneda. Non, mais c'est impressionnant. Moi, j'ai le slip vois la télévision. Et il a gagné partout celui-là. Les amis, on est arrivé au bout, les amis de l'émission. On a fait plus tard ce soir. On a eu un invité. On est très content d'avoir eu Mathias avec nous. On lui souhaite tout le meilleur. Je crois qu'il y a d'autres personnes de Thaïlande qui nous regardent parce qu'il y a des noms bizarres qui s'affichent. À mon avis, c'est des Thaïlandais, je pense. Il a dû passer le message là-bas. Tu t'es fait pirater un serveur par les Russes. Écoute, je sais pas. En tout cas, moi, s'ils veulent venir, moi, ça serait bien. Tu sais qui c'est qu'on pourrait demander de te sponsoriser? Elon Musk. Il a plein d'argent. Il sait pas quoi en faire. C'est pas cool. On n'a pas besoin de beaucoup. Juste 100 000. C'est vrai. 400 000 pour juste 100 000. Vous savez, 10 mécènes, 10 000 par personne. Vous savez, après, c'est vrai que quand on parle des réseaux sociaux, quand on voit les amis qu'on a sur Facebook, 10 € par personne, c'est pas grand-chose. 10 €. C'est vrai. Quand aujourd'hui, vous avez sur les réseaux sociaux 2000, 3000 fans ou abonnés, 10 € par personne, ça vous ferait 25 000 €. C'est vrai. On a fait des cagnottes, litchi, tout ça. Ben après, on y croit. Mais après, c'est vrai que voilà, il faut attirer les gens dans votre projet. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tellement assaillis, harcelés dans la rue, dans les médias, à la maison, au travail. Mais bon, après, voilà. C'est bien d'en parler parce que ça fait plaisir de et sachez une chose, c'est que peut-être un petit jeune qui va à travers le manager de Mathias, il a une association qui est reconnue d'intérêt général. Et où justement les gens à travers ça, comme pour le Téléthon, comme pour le Resto du Cœur, justement on défiscalise. Voilà, donne les infos parce que j'ai vu, ça peut être, si tu as une société, c'est défiscalisé à 50%. Alors voilà, juste pour info, on va parler un peu de fiscalité parce que c'est un peu mon métier aussi. Si on participe, alors il faut que ce soit du mécénat. Il ne faut pas tirer à profit l'image de la personne que vous accompagnez, ça s'appelle du sponsoring. Ça, à ce moment-là, c'est de la publicité, comme si vous faites un 4x3 ou derrière les bus de la ville de Menton. Là, aujourd'hui, si vous voulez être incognito comme mécénat quand vous donnez 200 € au Téléthon ou au Resto du Cœur, vous pouvez participer dans l'aventure de Mathias en faisant du mécénat. Alors, si c'est à titre personnel, donc vous avez un crédit d'impôt de 66% à hauteur de 20% de vos revenus, de votre revenu fiscal de référence. C'est-à-dire que si vous déclarez, vous gagnez 50 000 €, vous pouvez donner 10 000 € à Mathias et là-dessus, vous récupérez 66% de crédit d'impôt. Ça ne vous coûte que 34% du montant que vous donnez en mécénat. Et si on est un professionnel à travers une société, c'est ce qu'on appelle un crédit d'impôt société. Là, vous récupérez 60% de crédit d'impôt à hauteur des 20 premiers 1 000 € que vous pouvez transmettre pour participer à l'aventure de Mathias. Eh bien, écoute. Donc, si vous avez de l'argent, quoi faire, nous, on est preneurs, avec grand plaisir. Et je peux vous dire qu'on en fera bon usage. Ça marche avec les boîtes de Monaco aussi. On a passé le message. Tout dépend de la fiscalité, parce que là, on est dans une fiscalité française. Monaco, il te faut une société fiscalisée en France. Sinon, ça ne fonctionne pas. Effectivement. Mais après, un privé peut donner. En tout cas, moi, je suis content de t'avoir reçu, mon petit Mathias. Je dis mon petit, excuse-moi, je me permets. Et il y a donc le site à Mathias qui est en cours de finalisation qui s'appelle Fan de Maths. Donc Fan FAN, 2, le chiffre 2, et Maths MA2T, qui est justement en finalisation. Là, on a fait un très beau film pour la marque Choi. Tu nous envoies tout ça? Donc ça, on va vous les envoyer. Et justement, c'est sorti et c'est frais. On les a reçus aujourd'hui. Fait et réalisé par Julien Perrin. Ah donc, oui, je connais voilà, très bien. Juju. Donc il a fait un super boulot. Mathias, c'est lui qui fait les vidéos de Fabien Bocard. Exactement, pour exactement. Donc là, ça va sortir. Il a fait un TikTok. C'est un artiste là. Donc justement. Écoute, tu nous envoies tout ça parce que nous, on a des réseaux qui sont suivis et qui cartonnent bien. Donc voilà, comme ça au moins, écoute. Et puis pareil, envoie-moi les. Maxime m'a régalé. Maxime m'a régalé parce que je me disais qu'il y avait un gros bug dans ce que tu avais dit, mais j'osais pas trop moi. Mais lui, il y a été franco. Il t'a tué. Quoi. Non, mais écoute, championnat régional, il met des 8000 morts de rire parce que c'est vrai qu'il est champion de France, donc championnat régional, ça me paraissait bizarre. C'est une ceinture WBC Méditerranée, la plus grande fédération au monde. Parce que WBC, je pense que il joue pour européen ou mondial. Hein. Il doit y avoir un sacré décalage. Parce que si, mais c'était au début qu'on en a parlé. Oui, tout à fait, mais il a dû réécouter. Parce que je crois qu'il combat contre un Mexicain ou quelque chose comme ça. Ou un Mexicain. Voilà, donc je me disais que c'est moi qui ai fait la fiche. Il y a un truc mondial ou européen dans l'histoire quand même. Et pour la petite info, vous parliez de boxe. Ben, vous voyez, Maxime, comme quoi il accompagne encore Mathias, c'est que la buvette qui est gérée le jour de l'événement du gala, c'est toi. C'est nous, tout le staff de Mathias, et le profit qui est réalisé est 100% pour Mathias. Donc il y a 2 œuvres caritatives chaque fois. Maxime, il accompagne les gens, et comme il accompagne Mathias sur la préparation physique, mentale et autres, ben, il y a aussi cet accompagnement-là. Donc je veux dire,
si beaucoup de personnes pouvaient faire la moitié de ce que fait Maxime, c'est pas parce que c'est un ami, mais franchement. Non, c'est vrai. Je suis d'accord. Il est disposé, dévoué. Il est venu 2 fois ici. On a vu déjà les temps. Il aime le sport. Il nous a accueillis 2 fois aussi. Je peux te dire qu'il nous a accueillis comme des rois. Très bien reçus. On n'a pas sorti un centime, ça a été royal, pizza, boisson, glace. Et Jean-Luc, j'ai eu écho de la part de Maxime, je crois que tu es allé aussi, puisque tu avais fait entre guillemets ton dépucelage à Menton au Palais de l'Europe pour le gala de boxe, et tu es allé faire un autre gala sur Nice à l'Ariane, je crois. C'est ça, ouais. Tu vois. Ouais, j'ai été présenter le gala à l'Ariane, effectivement. C'est Max qui a souhaité que ce soit moi qui le présente. Les présentateurs américains commencent à trembler quand ils ont vu les prestations de Jean-Luc. Je peux vous dire que gala à l'Ariane, ça n'a rien à voir que... Tout respect pour Doudou, c'est l'Ariane, parce qu'il y a souvent des moments où je me sentais seul. Quand à un moment donné, je lance le gala, pour la petite anecdote, je lance le gala et j'ai dû rester ameubler parce que le docteur n'était pas là. Et qu'on m'a dit lance le gala parce que c'était au niveau timing, il fallait lancer le gala. Ça, c'est le premier truc. Et à un moment donné, je fais venir un boxeur, donc coin rouge, il arrive le boxeur, il n'y avait personne pour lui mettre les gants. Donc il a fallu que je meuble aussi. C'était assez rigolo. C'est les aléas du direct. C'était le bordel. C'était un peu, mais bon, c'était vachement sympa en tout cas. Belle expérience. Belle expérience. C'était autre chose, voilà, effectivement. Et donc on se retrouvera le 29 mars à Menton pour ce championnat régional et puis il y aura les combats. Et je serai à nouveau donc à la présentation. C'est pas le championnat régional, il se fout de ta gueule. Arrête s'il te plaît, Jean-Luc. Il a encore le dedans. Il continue. Non, il est bien dans sa région, Jean-Luc. Il adore sa région. C'est un passionné. Salut Jean-Luc. Avec les champions de France, puis l'année d'après, il se dit tiens, je vais faire région. Mexicain. Un Mexicain de la région. C'est un Mexicain de la région. On se dit bye bye. C'est parti. Allez, bonsoir à tous. Bonsoir. À dans 15 jours. À mercredi pour l'émission sur le cinéma. Oui, effectivement. Merci d'être venu, mon cher Mathias. Franck aussi qui était hors caméra. Merci pour votre accueil. Max. Allez, on va faire la photo.